Bienvenue parmi nous. D'abord, c'est vraiment gentil d'être là pour la troisième séance. C'est un groupe, je vous rappelle, de polytechniciennes, de polytechniciens avec le Centre de recherche en gestion de l'École polytechnique qui essaye de lancer une réflexion sur ce thème. Donc, une question qui est: la prévention sera-t-elle algorithmique ? Avec évidemment, je dirais, une tendance à vouloir répondre oui. On a eu déjà 2 séminaires qui ont porté sur des thèmes de prévention de suivi personnalisé. Je dirais qu'on peut en ressortir déjà quelques enseignements. Le premier, c'est qu'on voit qu'il y a des expériences sur ces suivis personnalisés où on arrive à collecter des données à la fois sur des aspects cliniques et notamment génomiques en faisant des scores de polymorphisme génétique pour des personnes saines, donc en amont de la maladie, auxquels on associe des données sur ce qu'on appelle donc les déterminants socio-économiques et les comportements des patients. Ça fait des scores prédictifs qui tournent, qui sont fiables. C'est ce qu'a montré notamment l'expérience de Gustave Roussy. Et sur la base de ces scores prédictifs, on arrive à avoir des suivis plus personnalisés. Et avec un intérêt, c'est qu'on dépiste d'une manière plus précoce les cancers, donc avec des pronostics beaucoup plus positifs. Donc ça, c'est un premier enseignement qui nous a beaucoup frappé sur le fait que c'est des scores qui marchent, mais qui ne sont pas seulement sur la clinique, même si c'est essentiel, qui associent aussi d'autres données autour, non pas des patients, mais des citoyens. On a eu un deuxième séminaire qui était plus tourné sur une question qu'on peut se poser, au fond, avec ces préventions personnalisées. Est-ce que ça ne remet pas en cause nos systèmes solidaires d'assurance maladie ? On a eu des éléments, je ne vais pas décrire, mais qui donnent plutôt des garanties que par rapport aux systèmes solidaires occidentaux, comme en France ou dans d'autres pays, bien sûr. On a tendance à quand même avoir suffisamment de garde-fous pour que ce ne soit pas trop remis en cause. Alors aujourd'hui, on change, je dirais, de sujet. On va se poser la question de la prévention sera-t-elle algorithmique, mais dans le cas de la prévention des risques épidémiques. C'est une question évidemment qui est très liée à la crise Covid, mais pas seulement. Pour en parler, alors nous avons un plateau très prestigieux. Bonjour, nous avons Antoine Flao. Alors je ne sais pas s'il faut le présenter, mais Antoine est donc directeur ou président, je ne sais pas si on dit directeur ou président de l'Institut Global, directeur de l'Institut Global de Genève. C'est un épidémiologiste qui est très reconnu sur la gestion des risques épidémiques et qui, vous le savez, a été un acteur très important dans la crise Covid, qui a beaucoup donné en fait d'informations et de conseils sur des modèles que je pense tu nous décriras. Et pour discuter, nous avons 3 discutants. Alors, c'est 3 personnes de Polytechnique. Il fallait au moins, si je puis me permettre ça, pour pouvoir discuter avec Antoine Flao. Nous avons Stéphanie Combe, donc, qui est directrice du Health Data Hub, qui a un parcours très prestigieux. Nous avons Benjamin Garel, qui est directeur du Paris Saclay Cancer Cluster, mais qui va nous parler, en fait, ce soir, de son expérience en tant que DG du CHU de la Martinique. C'est de savoir, en fait, en situation locale, pendant la crise Covid, comment il a utilisé ou pas les modèles, ou est-ce qu'il en a fait d'autres. Je ne vais pas dévoiler la réponse. Nous aurons aussi Joëlle Barral. Alors, je me permets de souligner 2 polytechniciennes, ce qui permet quand même d'affirmer que l'école polytechnique est évidemment dans la mixité de genre et qui s'affirme régulièrement. On sourit un peu, mais c'est quand même une tendance. Et donc Joëlle Barral est directrice de Google DeepMind. Elle est aussi en charge de tout ce qu'il y a sur la biologie, de toutes les équipes Google sur l'IA en biologie.
Elle a aussi un master en génie électrique sur l'IRM haute résolution de l'Université de Stanford. Je sais que j'en oublie parce que c'est un CV très impressionnant. Alors elle a un problème, c'est que comme elle est en lien avec les équipes américaines de la côte ouest, en fait la zone 18h30, 22h30 est très mauvaise parce qu'elle est toujours en rendez-vous. Donc là, elle va arriver à 20h et elle va aussi pouvoir discuter par rapport à la présentation d'Antoine. Avant de te laisser la parole, Antoine, je voudrais juste remercier évidemment nos partenaires, donc l'École Polytechnique, ça va de soi, E4H, le centre interdisciplinaire qui est représenté aujourd'hui par Jean-Louis Mergui, et ça fait très plaisir que tu sois là, avec également l'agence Bébrincom qui nous accompagne, et évidemment notre mécène Sanofi. Et donc Christian, on est très heureux que tu sois parmi nous. On avait raté l'occasion pour les premiers, mais si tu peux nous dire quelques mots avant de commencer, avec plaisir. Mais oui, merci. Bon, alors je suis un peu surpris parce que je croyais que je dînais avec Jean-Marc après. Donc, vous pouvez dîner ici. On ne dîne pas ensemble finalement. D'accord, très bien. Okay. On peut aussi échanger, poursuivre l'échange. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, en effet, on n'est pas parfaitement organisé avec Étienne, et quoique nous soyons partenaires de longue date sur le travail que cette chaire a produit, j'ai raté la première, raté la seconde, et je partirai vers la fin pour la troisième. Si quelqu'un peut inventer un logiciel très personnalisé de gestion de mon agenda, je suis preneur. Pourquoi est-ce qu'on serait lancé là-dedans ? Tout le monde sait bien que il est essentiel que la donnée, l'exploitation de la donnée, l'intelligence artificielle conduiront à des miracles. Enfin, en tout cas, on peut l'espérer en matière de recherche et de production de solutions de santé. On s'est lancé chez Sanofi dans une transformation numérique de l'entreprise, aussi bien tournée vers l'intérieur que tournée vers la recherche et vers tout ce qu'on peut produire à destination des malades. Que ce partenariat est l'un des nombreux axes où on évoquait donc Benjamin, qui est donc le DG du Paris-Saclay Cancer Cluster. Vous savez que Sanofi est un des fondateurs. Je me suis pas mal engagé dans ce dispositif. On s'engage encore pas mal, d'ailleurs, on se parle tous les jours. Mais aussi dans d'autres aspects qui permettent, on va dire, au quotidien de connecter vraiment avec l'innovation externe, qui était quelque chose qu'on n'a pas su bien faire pendant des années et que depuis 3-4 ans, on essaye de faire au travers de Médicène, enfin des pôles de compétitivité ou de think tank autour de la donnée de santé. Donc oui, ce qu'on fait là est important. On aurait très envie, par exemple, d'être parmi les premiers, peut-être en travaillant avec Étienne et d'autres à X, à trouver comment on peut réduire la durée de développement d'un médicament. Aujourd'hui, c'est 10-11 ans. Si demain, c'est 2 ans de moins, je vous laisse calculer la valeur, puisque les 2 dernières années étant celles où on fait le plus de ventes et où on traite le plus de malades. Prenez-le comme vous voulez. Vous voyez la production de richesse supplémentaire que ça ferait. Donc, on peut vous atteler à ce sujet. On est tous partants pour, grâce à l'IA, aux jumeaux numériques et à toute autre data que vous arriveriez à mettre à dispo, à être meilleurs ensemble demain. Voilà. Donc je te rends et ravi de cette collaboration en tout cas. Merci beaucoup Christian. Sans transition, oui, on peut t'applaudir. Donc, sans transition, Antoine, tu as la parole. Merci Étienne. Merci pour ces mots d'introduction. Bonjour aussi Christian, après des années on se retrouve aujourd'hui. Je vais donc vous parler de ces modèles prédictifs pour les risques épidémiques, puisque c'est ce que Étienne souhaitait que je puisse aborder, et de voir en quoi ils sont des outils pour la décision publique et comment ils sont utilisés. Alors, je voudrais reprendre cette phrase qui a été publiée dans le New England Journal of Medicine en 2018 et qui a été très reprochée à Bill Gates dans les réseaux sociaux, un peu complotiste, parce qu'il avait prédit, si je puis dire, en 2018 que une grande épidémie, une grande pandémie pourrait survenir dans un espace très, très restreint de temps. Il avait même lancé l'Institute of Disease Modeling à Boston, qu'il finance, avait lancé cette simulation qui part pratiquement de Wuhan, comme vous avez pu voir, et qui montre la progression d'une pandémie qui n'est pas la progression que l'on a connue avec le Covid, puisque en 6 mois, vous voyez qu'on arrive à 30 millions de décès. Mais dans le fond, on n'est pas très très loin de la dynamique telle qu'elle a été observée.
Et on est arrivé à 20 millions de décès selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé et de l'Institut de Seattle aussi, qui vraiment montre qu'il y a eu une très grande sous-estimation du nombre de décès et qu'on est probablement au-delà de 20 millions en 2 à 3 ans de pandémie. Alors, derrière ces modèles mathématiques, il y a une théorie mathématique qui n'est pas du tout d'aujourd'hui, qui date de 1927, lorsque Kermack McKendrick, d'ailleurs c'était étonnant, c'était pour modéliser la pandémie de grippe dite espagnole de 1918-1919. La communauté scientifique à l'époque, on est avant l'ère de la virologie. On ne sait même pas que c'est un virus, la grippe à ce moment-là. D'ailleurs, on appelle la bactérie qui s'appelle toujours Haemophilus influenzae, que l'on croit être la bactérie responsable, parce que souvent il y a des surinfections avec Haemophilus influenzae à ce moment-là. Mais on ne sait pas encore voir les virus en 1918. Et Kermack McKendrick rentre dans le débat, ce sont des mathématiciens, des ingénieurs qui rentrent dans le débat par la théorie mathématique des épidémies qu'il propose. Le débat, il est que pourquoi est-ce que la pandémie n'a pas concerné tout le monde, voire tué tout le monde, ou en tout cas tué tous ceux avec un rapport de létalité que l'on peut entendre, tous les habitants de la planète. Pourquoi est-ce que finalement la pandémie s'est éteinte ? Et les uns disaient parce que la virulence de la bactérie a diminué, d'autres disaient non, c'est parce que c'est le cours des épidémies que de venir et de disparaître. Bref, Kermack McKendrick propose une théorie qui est fondée sur des réservoirs, des compartiments, on appelle ça un modèle compartimental, avec des flux entre des susceptibles, le compartiment des contagieux et le compartiment de ceux qui sont retirés de la chaîne de transmission, qui sont par exemple immunisés ou éventuellement décédés. Et donc, de ce modèle qu'on appelle SIR, les équations qui définissent ces trajectoires sont des équations non linéaires, des équations différentielles non linéaires, pour ce modèle qui est le plus simple, et on peut le raffiner, mettre des opérateurs de transport, mettre beaucoup d'autres compartiments, des sous-compartiments. On peut aussi faire en sorte que, par exemple, la durée d'incubation soit modélisée par plusieurs compartiments. Tout cela ne change pas beaucoup le modèle SIR qui est celui-ci et qui est écrit de cette façon-là. Donc vous voyez, c'est une sorte le compartiment des susceptibles est un compartiment qui se vide, une baignoire qui se vide et qui remplit la baignoire des infectieux lorsqu'il y a eu interaction entre susceptibles et infectieux avec une certaine vitesse. Et ce réservoir des infectieux, lui, se vide en permanence par la proportion des personnes qui sont retirées de la chaîne de transmission. Je vous montre cela parce que ça va avoir une importance capitale dans ce qui va suivre. C'est la définition de ce que Kermack et McKendrick vont appeler le théorème du seuil. Et le théorème du seuil, c'est relativement simple à comprendre. C'est de dire que dans le fond, il faut que la trajectoire des infectés soit supérieure à 0, qu'elle soit positive, c'est une dynamique, dy sur dt est positif, ça définit simplement l'épidémie. La meilleure des définitions de l'épidémie nous vient de la modélisation mathématique. Les épidémiologistes de terrain notamment, proposent des définitions qui sont moins satisfaisantes. C'est un regroupement de cas, un cluster, à une certaine période, dans un lieu donné. Ce n'est pas très satisfaisant. La définition mathématique est très élégante et très satisfaisante, et en plus se résout assez bien, surtout en tout démarrage d'épidémie, lorsque n est égal à X au nombre de susceptibles, que toute la population est susceptible, qu'on n'a aucune mesure de protection, on est frappé par une pandémie qui émerge, eh bien, on va avoir ce fameux R0. Je ne sais pas si ça marche, peut-être pas ça. Si, ça marche. Alors, vous voyez ici le R0, qui est donc la résolution de cette équation, est très simple puisqu'elle devient le produit de 3 facteurs, bêta CD, et quand bêta CD est supérieur à 1,
quand le taux de reproduction de base est supérieur à 1, vous définissez une épidémie. Ce qui en plus est assez agréable à entendre lorsqu'on communique un tel résultat, c'est que le R0, taux de reproduction de base, est une quantité qui est facile à appréhender pour le grand public. Le taux de reproduction de base, c'est le nombre de cas secondaires qui est provoqué, généré par le cas index, le premier cas de la pandémie. Donc si vous avez plus de 1 cas, vous allez déclencher un phénomène épidémique. Et on peut continuer la résolution de l'équation, notamment le temps de doublement est assez intéressant parce que le R0, nombre de personnes que je contamine, peut être difficile à appréhender sur le plan épidémiologique. Ça s'est fait, par exemple, pendant la pandémie de sida. On arrivait très bien à savoir par combien de rapports sexuels une personne pouvait, ou éventuellement contamination par seringue, une personne contaminée pouvait contaminer d'autres personnes. Donc on pouvait calculer le R0, et y compris, on pouvait calculer ce taux de reproduction dans différents segments de la société, chez des prostituées, chez des toxicomanes, dans des milieux gays, etc. Pour une maladie à virus respiratoire, c'est extrêmement compliqué. En revanche, il n'est pas très compliqué d'essayer d'estimer cette valeur par des données épidémiologiques qui nous renseignent sur le temps de doublement du nombre de cas. Si vous avez un temps de doublement, si vous passez en ce moment, par exemple, il y a un nouveau variant BA286, Pyrola, qui circule. Il y a eu 350 cas rapportés maintenant. On était à 300 cas il y a une semaine. On peut calculer le temps de doublement. Et avec le temps de doublement, pourvu qu'on ait la durée de la période contagieuse, que j'appellerais plutôt l'intervalle de génération, même si c'est un petit peu plus technique comme terme, vous allez avoir une estimation assez fiable du temps du R0. Pourquoi je vous parle tant de ce taux de reproduction ? C'est parce qu'il va guider les politiques publiques. Il va guider les politiques publiques à un point incroyable. Il n'y a pas beaucoup de modèles mathématiques qui entrent à ce point dans la définition des politiques publiques de tous les États. Il n'y a pas un seul pays qui n'a pas finalement utilisé ce R0 pour appliquer les mesures qu'on a connues pour le Covid. Alors pour le Covid, le R0, au début de la pandémie, après, il va être très difficile parce que les gens, le R0, c'est vraiment, vous avez vu, c'est quand tout le monde est susceptible. Après, quand Omicron arrive, on dit qu'il est supérieur à 10, mais en fait, personne ne voit un R0 de 10. On a évidemment quand même une certaine immunité, même si elle ne nous protège pas parce qu'il y a eu des mutations, on n'est pas complètement vierge. Il y a aussi des vaccins, etc. Mais au tout début de la pandémie, on peut calculer, on peut l'estimer comme je vous l'ai dit, et vraiment on tombe sur un R0 qui est de 2,4. C'est 2,4, c'est beaucoup plus que la grippe. La grippe, c'est 1,5. Donc on est dans quelque chose qui va flamber assez rapidement. Et le R0, donc, c'est un produit de 3 paramètres, comme je vous ai dit tout à l'heure, bêta, C et D. Pour vous rappeler, bêta, c'est la probabilité de transmission, probabilité que une personne infectée transmette le virus à une autre personne. Ce n'est pas des quantités faciles à appréhender. Le C, c'est le nombre de contacts. Avec combien de personnes je suis en contact suffisamment efficace, c'est-à-dire pas trop lointain, pour pouvoir lui transmettre la maladie. Et puis D, c'est l'intervalle de génération, c'est l'intervalle entre deux personnes infectées, un cas et le cas secondaire. On peut donc dire, grosso modo, que c'est la durée de la période contagieuse. Alors, pourquoi je dis que c'est utilisé par toutes les politiques publiques ? Imaginez-vous que, quelque part, une pandémie, une épidémie qui démarre, c'est une sorte de véhicule sur nos montagnes suisses pour lesquelles on a envie de serrer les freins. Et en fait, les freins ne sont pas tous complètement efficaces. Le frein efficace, complètement efficace, c'est le confinement. Parce que si vous appliquez sur un R0 de 2,4 une réduction de risque de 60%, ce qui est à peu près ce que l'on dit du confinement, ça agit sur un des paramètres, c'est le taux de contact. Vous confinez les gens, ils ont presque plus de contact. C'est pas tout à fait plus, parce qu'on va quand même faire ses courses, parce qu'on a quand même des relations, y compris dans son immeuble, etc. Mais grosso modo, vous allez avoir une grande efficacité. On va tomber au-dessous de 1. La mesure va être efficace. Et d'ailleurs, on a vu qu'à chaque fois qu'il y a eu des confinements, ça a été d'une très grande efficacité. Mais vous avez les gestes barrières dont on a beaucoup parlé. Les masques, on les a estimés à 20% de réduction de risque.
C'est pas rien, 20%, c'est bien. Si on imagine bien que si on a un R le R0 va devenir un R effectif, hein, qui va être réduit par les différentes mesures. S'il est juste un petit peu au-dessus de 1, alors vous allez avoir quelque chose qui va être efficace. Par exemple, quand il y a des variants qui circulent en ce moment, on a tous conservé une assez forte immunité. On n'est donc pas à des taux de reproduction qui sont très, très, très élevés. Et à ce moment-là, les masques peuvent être efficaces. La ventilation est probablement très, très efficace. C'est difficile de l'évaluer encore. On n'a pas beaucoup de données de recherche là-dessus, mais une très bonne aération, comme c'est des virus entièrement ou pratiquement entièrement diffusables par voie aérosol, qui planent comme ça pendant longtemps si la salle n'est pas bien ventilée, surtout dans le bâti où on n'a pas fait attention à la ventilation, alors vous allez avoir une mesure très très efficace si vous ventilez et pratiquement à une efficacité à peu près égale à celle des confinements. L'immunité, c'est très difficile de savoir parce qu'il y a des souches. Si c'était la même souche, oui, l'immunité collective serait atteinte au bout d'un certain temps et serait très très efficace pour lutter complètement contre la circulation des virus. Mais malheureusement, les virus mutent et l'immunité tombe. En tout cas, pas toute l'immunité. Notre immunité reste très efficace contre les formes graves, mais contre la transmission, on l'a vu, elle n'était pas suffisamment efficace. Et puis il y a ce qu'on appelle le frein estival, qui marche très très bien pour la grippe, et qui a été estimé à l'ordre de 40% d'efficacité sur le R0 de la grippe, et probablement tout pareil sur le R0 du Covid. Mais pour la grippe, avec 1,5, si vous appliquez une réduction de 40%, vous tombez à 0,9. Hein, vous avez un R qui tombe au-dessous du niveau épidémique. Il n'y a pas d'épidémie de grippe l'été dans l'hémisphère nord. Il y a pourtant des gens qui viennent d'Australie, de Nouvelle-Zélande, d'Argentine avec le virus grippal. Ils peuvent contaminer une ou deux personnes. Ils n'entraînent pas une épidémie en plein été. Le frein estival fonctionne. Le frein estival, c'est essentiellement le fait que les gens sont dehors, qu'on ouvre beaucoup plus les fenêtres, en fait, on ne se rend pas compte, mais l'été, c'est quasiment un confinement. En France en particulier, où les transports sont vides, la plupart des commerces sont fermés, les gens sont partis, etc. Donc vous avez très peu de gens qui vont au travail, en tout cas pendant des périodes assez longues. Donc le frein estival, c'est ça. Et peut-être un petit peu la chaleur et l'humidité. Les maladies infectieuses émergentes restent cette menace importante et on reste très mal préparé. Alors, en fait, pour revenir sur la science des données, dans le domaine de la santé globale, de façon générale, c'est d'une vraie révolution, on le dit souvent, et je vais vous prendre 3 exemples. Le premier exemple que je vais prendre, c'est les satellites qui fonctionnent au-dessus de nos têtes. En fait, ces satellites nous apportent des données qui sont très souvent observées par les climatologues, observées aussi par souvent le monde agricole. Ici, par exemple, ce qui est publié dans la revue Science, c'était les anomalies de couverture végétale en Afrique, vues par les satellites de la NASA. Ces satellites, quand c'est jaune, la couleur jaune, c'est business as usual, c'est pas plus sec, pas plus humide. Quand c'est vert, c'est plus humide, et quand c'est rouge, c'est plus sec. En fait, très peu d'épidémiologistes s'intéressaient à ces données. En fait, il y a peu de séminaires comme ceux-ci où des médecins, des ingénieurs peuvent, éventuellement des pharmaciens, des gens de différents secteurs, des vétérinaires, vont travailler ensemble et vont écouter ce que font les autres. Et bien, des épidémiologistes ont regardé ces cartes et ils ont essayé de les comparer avec des données d'épidémiologie animale et humaine. Par exemple, la fièvre de la vallée du Rift, qui est une maladie un peu comme Ebola, mais qui en plus tue le bétail. Donc, dans la Corne d'Afrique que j'ai montré ici, vous avez, quand il y a 3 mois consécutifs d'hyper-humidité, dans cette région très aride d'Afrique, vous allez avoir un risque très élevé d'épidémie de fièvre de la vallée du Rift qui est due à un moustique. Vous allez aussi avoir une autre maladie due à un moustique, le paludisme, et vous allez avoir du choléra également parce qu'il y a des inondations, parce que ça favorise la pullulation de ce microbe. Eh bien, ce que disent les gens du Kenya, qui utilisent aujourd'hui régulièrement en routine ces données, c'est si vous avez de l'aide au développement à faire chez nous,
et notamment pour lutter contre ces vecteurs, ou pour vacciner en particulier le bétail contre la fièvre de la vallée du Rift, faites-le après ces 3 mois, c'est là où ça va être le plus rentable. La deuxième chose, c'est que quand les humanitaires de MSF sont arrivés en Afrique de l'Ouest c'était en 2015 pour l'épidémie d'Ebola, ils sont arrivés, ils ont demandé les cartes d'état-major et on leur a dit mais il n'y a pas de carte d'état-major, il n'y a pas de recensement chez nous depuis très longtemps. Mais en revanche, les opérateurs téléphoniques ont dit nous on pourrait vous donner les données de flux de ceux qui ont un téléphone mobile. Parce qu'en Afrique, le téléphone mobile était très très implanté, a beaucoup pénétré la population qui l'utilise énormément. Et là où sont les centres de connexion, c'est là où sont les gens. Et MSF, en particulier, a installé ces centres de santé, de traitement d'Ebola, particulièrement là où les opérateurs téléphoniques montraient de l'activité. La dernière chose que j'aime beaucoup, c'est le Rwanda. Zipline. Zipline, c'est une compagnie qui voulait vendre des pizzas aux Californiens. Et puis, le contrôle aérien nord-américain a dit « no way ». Et donc, ils sont partis en Afrique. Et en Afrique, ils ont rencontré un homme pas très sympathique, qui s'appelle Paul Kagame, mais qui, au Rwanda, a le souci de sa population et a dit « moi, ça m'intéresse. Moi, mon ciel, il vous est ouvert, sauf la partie autour de l'aéroport international de Kigali, mais tout le reste vous est ouvert, à condition que vous m'acheminiez des vaccins et des produits sanguins. Vous savez, une femme qui est en train d'accoucher, eh ben, chez nous, on la perd si elle n'a pas son flacon de sang qui arrive dans l'heure. Et peut-être que vous pouvez faire ça. Ce ne sera pas des pizzas chez nous, mais ce sera des flacons de sang. Le Zipline, ce n'est pas du tout une entreprise de bienfaisance. Ils ont un modèle économique. Et ils ont dit, nous, on est d'accord, à partir du moment où vous nous payez le trajet comme si on le faisait en vélomoteur. Kagame a bien compris ce discours-là, il a dit d'accord. Des philanthropes se sont organisés, pas seulement des philanthropes, des grandes organisations internationales, Gavi par exemple qui achemine du vaccin aux pays en développement. On dit, nous on mise là-dessus. Et c'était très vertueux parce que finalement, c'est des drones qui vont acheminer tout ça. Ces drones vont acheminer du sang de très grande qualité, parce qu'on peut faire du sang de très grande qualité à Kigali, dans la capitale. On ne peut pas le faire dans 25 endroits du pays. Le Rwanda, c'est un pays qui est un peu grand comme la Suisse, un petit pays, donc c'est possible, mais faire 60 km au Rwanda, c'est très long. Ça peut prendre une journée, surtout quand il pleut, etc. Les gens n'y croyaient pas, disaient, vous savez... beaucoup de préjugés, les Africains vont pas savoir, ou bien on va vous voler les drones, ou ils vont être cassés tout de suite, etc. Ces drones partent de Kigali, la capitale, et sont entièrement opérés par des Africains du Rwanda. Et le drone ne se fait jamais voler parce qu'en fait, quand il arrive à destination, il fait demi-tour, il parachute son colis et il rentre à sa base. C'est respectueux de l'environnement parce que c'est l'énergie solaire qui est abondante et qui remplit les batteries de ces drones. Et en fait, 2 minutes avant d'arriver, le drone envoie automatiquement un SMS à l'officier de santé qui avait commandé ces produits de sang. Et Gavi y ajoute quelques vaccins pour qu'on puisse en plus les utiliser avec la bonne chaîne de froid. C'est tellement un succès que le Ghana, puis maintenant l'Inde, s'intéresse à ça. Voilà. Maintenant, revenons à nos prédictions d'épidémie. Si on veut prétendre éclairer les décisions publiques, il faut déjà bien décrire, no-casting, et prédire, forecasting, les épidémies. Et ça, on ne sait pas faire. On a toujours échoué. La grippe, Google a fait quelque chose de magnifique qui s'appelle Google Flu Trend. Et Google Flu Trend, c'était, vous savez, quand vous avez la grippe aujourd'hui, avant d'aller voir votre médecin, vous allez sur Internet. Et vous tapez paracétamol, fièvre, grippe, syndrome grippal, des choses de ce genre. Et ce panier de mots, finalement, est extrêmement homothétique de la surveillance épidémiologique. Vous avez en rouge, on ne voit peut-être pas très bien, mais vous avez en rouge la surveillance épidémiologique des CDC, des Centers for Disease Control, ici à New York, aux États-Unis. Et puis en bleu, vous avez la courbe de Google Flu Trend. Elle a l'air d'être homothétique, elle l'est. Mais
elle est 15 jours en avance, parce que la courbe des CDC, c'est des médecins sentinelles qui ont des rapports de leurs patients. Donc il faut que les patients aillent voir le médecin, puis ensuite que le médecin rapporte à Atlanta, puis que Atlanta vérifie, puis qu'il publie sur son site. Il y a 15 jours qui se passent. Google arrive tout de suite. Donc les gens moi j'ai été beaucoup en charge de la surveillance de la grippe en France, on avait un réseau sentinelle qui faisait tout ça, et on avait les yeux rivés sur Google Food Trend en France. Et ça marchait très 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 bien. Jusqu'au jour où, janvier 2013, Google Food Trend dit qu'il y a une épidémie qu'on n'a jamais vue, beaucoup plus importante même que la pandémie de 2009, qui sévit à New York en ce moment. Et comme on a l'habitude de les croire, Michael Bloomberg, maire de l'époque de New York, décide l'état d'urgence dans la ville et les caméras de CNN débarquent, tout le monde voit des files d'attente incroyables dans les pharmacies pour avoir du Tamiflu, les hôpitaux sont surchargés, etc. Et tout le monde se met à taper sur Google des mots qui vont faire monter encore plus l'algorithme qui n'est pas très très bien ajusté. Et toujours est-il que quand les CDC d'Atlanta arrivent 2 semaines plus tard, ils sont très contents de montrer qu'il n'y avait rien de particulier et que c'était une fausse alerte. Les revues scientifiques en ont fait leur gorge chaude. Ils étaient très heureux de pouvoir taper sur Google et dire que tout ça était faux. Et ça a beaucoup vexé les gens de Google qui ont décidé de fermer complètement leur site Google Food Trend. On était tous très très frustrés. Ils n'ont pas totalement fermé, ils donnent les données notamment aux universitaires, mais à certains universitaires, mais ça a été un drame chez Google. Autre chose, les fameux CDC d'Atlanta, là c'était du nowcasting, il n'y avait pas de prédiction, c'était juste aujourd'hui. Mais là, les CDC d'Atlanta, pour la fameuse épidémie d'Ebola dont je vous ai parlé tout à l'heure, avaient publié des chiffres faramineux de plus d'1 million de cas au seul Libéria. Il y a eu 3 pays qui ont été concernés, le Sierra Leone et la Guinée. Et en fait, il n'y a pas eu du tout la courbe bleue prédite, il y a eu la courbe rouge observée, c'est-à-dire quelques milliers de cas, beaucoup trop, peut-être 30 000 cas en tout et pour tout, mais pas des millions. Et donc, ces modèles que vous voyez très facilement, modèle exponentiel, si vous le continuez vers l'infini, ils vous racontent n'importe quoi. Donc, tous ces modèles ont surestimé grandement, et on a beaucoup cru aussi que les modèles pour le Covid surestimeraient, mais on a quand même cette expérience et on a fait un peu attention. Aucune de ces récentes maladies, parce qu'on parle beaucoup du Covid, mais il y en a plein d'autres, qui Nipah, Zika, le West Nile, le Nil occidental, ou le chikungunya, tout ça, la fièvre jaune qui revient, etc. Tout ça n'a jamais été prédit. On est toujours derrière, on n'est jamais dans la prévision. Et pour le Covid, les modèles ont échoué assez lamentablement pour beaucoup d'entre eux, même si, il y a eu des choses qui ont été faites. Malheureusement, beaucoup de ces modèles ont échoué. Alors, les modèles, parfois, ne sont pas là pour prédire, ils sont plus là pour montrer des scénarios, et à ce moment-là, ils ne sont pas dans la prévision, mais quand ils veulent prédire, ils échouent. Nous-mêmes, on a fait un modèle avec l'école polytechnique de Lausanne et de Zurich pendant toute la pandémie. Et tous les jours, on prédisait, et comme on n'avait pas envie de se tromper trop, on prédisait à 7 jours. En disant, à 7 jours, on n'a pas trop de risque de se tromper quand même. La courbe exponentielle, même si on l'extrapole trop, à 7 jours, on ne se trompe pas trop. Et donc, on prédisait des cartes comme ça et des courbes. Je vais vous montrer quelques courbes parce que, par exemple, là, on est en octobre 2020. Vous savez, c'est maintenant, en fait, mais 2020. On ne s'en souvient pas, mais on était un peu sur un nuage. Non, il n'y allait pas avoir de nouvelles vagues. C'était fini. La pandémie était finie. Après chaque vague, la pandémie était finie, il faut reconnaître. Et alors là, en 2020, on n'a plus de vagues, on n'a rien eu pendant l'été. Mais aux Pays-Bas, on voit que ça remonte très fortement. En Europe, les données montrent une réaugmentation en octobre. Et la réaugmentation, elle est exponentielle. Voilà. Alors nous, on dit ça flambe. Voilà. Et puis, l'Australie, c'est intéressant parce que c'est juste avant, pendant notre été à nous, c'est-à-dire leur hiver, on voit très clairement une deuxième vague. On dit, mais arrêtez de dire qu'il n'y a pas de deuxième vague. On va l'avoir, cette deuxième vague. Et on est en octobre, on voit bien qu'elle est en train de monter. Donc quand les Irlandais, le 21 octobre 2020, j'ai parlé de Google, mais juste avant que vous arriviez. Mais le 21 octobre, le premier jour du lockdown des Irlandais, que les ministres irlandais regardent ces chiffres-là et nos prévisions. Et nous, on dit, ça continue, c'est exponentiel, ça va continuer. C'est le début de l'automne, donc on va avoir une grosse vague. À 7 jours, voilà ce que l'on dit. Et qu'est-ce qui se passe
le 25 octobre, 5 jours après le lockdown, 4 jours après le lockdown, ça s'écroule. Et nos données, d'ailleurs, nos modèles sont toujours mauvais, on n'y croit pas, on est têtu, on dit si, ça ne va pas monter peut-être aussi haut que prévu, mais ça va quand même rester. Et c'est pas vrai, ça tombe complètement. Dès le premier jour, dès le 4e jour, ça tombe. Et pourquoi ça tombe en 4 jours? Comment est-ce qu'on peut imaginer qu'un lockdown, on dit mais il faut 15 jours pour que ça fonctionne. Dans nos modèles, nous on disait il faut 15 jours pour que ça fonctionne. C'est très bien de faire des lockdowns, mais nous ça ne va pas altérer nos modèles. Il faudra 15 jours, donc pendant 7 jours on n'a aucun risque. En fait, on ne regardait pas les données de Google. Si on avait regardé les données de Google Mobility, qui sont là, alors je l'ai fait un petit zoom ici, qui n'est pas très beau, mais qui montre juste que le 4 octobre, c'est-à-dire 15 jours avant, les Irlandais s'étaient confinés. Vous savez, les gouvernements dans un pays démocratique, ils sont assez suivistes, beaucoup plus qu'interventionnistes et autoritaires. Le confinement, ils le déclarent, ils le décrètent quand finalement la population est déjà chez elle et ne bouge pas. En tout cas, c'est ce qui s'est passé en Irlande ce fameux 21 octobre. Ils étaient déjà presque tous à la maison et ils ne bougeaient pas. Et en fait, c'est pour ça que ça a fonctionné. C'est ce que la population a fait. Ce n'est pas ce que le gouvernement a fait. Et ça, nos modèles ne l'avaient pas pris en compte. Donc, si on veut mieux réussir, il faudra arriver à combiner l'épidémiologie avec davantage d'IA, davantage de big data. Il faudrait qu'on ait... Alors, j'aime beaucoup l'exemple des Britanniques. Les Britanniques ont de très bonnes équipes de modélisation, mais en plus, on en a aussi en France, d'excellentes, mais en plus, il y a une organisation, une infrastructure qui était déjà existante. Ils n'ont pas attendu la pandémie pour créer la UK Biobank, qui est une chose vraiment, vraiment intéressante, dans lequel il y a une très forte gouvernance, beaucoup de financements qui ne sont pas dépendants d'une épidémie. Il y a des bases éthiques solides qui disent qu'on peut utiliser les données. Les gens ont accepté d'utiliser les données pour d'autres motifs que simplement le gène pour lequel le gène pour lequel on a voulu faire telle ou telle étude. Et puis des bonnes bases juridiques et scientifiques. Il y a des compétences en machine learning, en modélisation. C'est pas si fréquent. Les épidémiologistes... voilà, on voit bien avec Vincent Maréchal, par exemple, que pour les eaux usées, les épidémiologistes ne connaissent pas. Il faut des ingénieurs, il faut un peu qu'on se parle, quoi. Et donc là, ils les ont. Ils ont une bonne interopérabilité, ce qui permet de s'interconnecter avec des données existantes, comme par exemple rapidement avec Google Mobility ou d'autres, avec des dossiers électroniques de patients, avec des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux apportent énormément d'informations. Les données satellitaires, dont je parlais tout à l'heure, et puis enfin les génomes de la biobanque. Et puis la biobanque, elle est digitalisée. C'est-à-dire que si vous voulez la passer à des Finlandais, par exemple. Les Finlandais ont réussi à génotyper 10% de leur population, autant que les Britanniques, pratiquement. Mais donc, ils collaborent beaucoup, et comme ils ont tout digitalisé, il est facile de passer le génome de quelqu'un à une autre banque qui a les mêmes conduites. Et un modèle économique pérenne. Alors, ce qu'on voudrait construire, et j'arrive pratiquement à la fin, c'est de dire... On voudrait quelque chose qui soit une sorte de modélisation multiniveau, où chaque strate d'information pourrait contribuer à la prévision. Bien sûr, l'imagerie satellitaire, on l'a vu tout à l'heure, les conditions climatiques qui influent, ça ne dépend pas sur tout, mais ça influe sur presque tout. Et les conditions climatiques ont souvent aussi des répercussions sur la pollution atmosphérique, par exemple. Donc les conditions environnementales. Les conditions environnementales peuvent être hydriques, je l'ai dit tout à l'heure, mais peuvent être... La pollution atmosphérique est extrêmement importante. Elle nous rabote notre épithélium respiratoire. À chaque fois qu'il y a un pic de pollution à Paris, on l'a mesuré, on avait des pics ou de grippe avant la pandémie et de Covid actuellement. C'est très très lié à la pollution urbaine. Et on l'a vu, pas qu'à Paris, on l'a vu à Londres, on l'a vu bien sûr au Brésil aussi, en Inde, etc. Les données biologiques, immunologiques, à quel niveau d'immunité est la population, quels sont les variants qui circulent, etc. Et puis des données économiques et sociales. On a vu très bien que selon les milieux économiques et sociaux, on n'a pas le même type de propagation de l'épidémie. L'épidémie se propage davantage lorsque les conditions sont défavorables. On l'a vu beaucoup, par exemple, pour le chikungunya à La Réunion ou pour la dengue en Martinique. C'est des choses qui sont assez claires. Les vecteurs, quand on est avec des vecteurs, notamment des moustiques, mais pas uniquement. Et puis, l'épidémiologie et la veille sanitaire, qui est une des couches, mais qui n'est évidemment pas suffisante. Et si c'est que sur cette couche-là qu'on veut faire des prévisions, même à 7 jours, comme vous avez vu, on se trompe parfois. Voilà, alors là, vous pouvez simuler des inondations et puis sa propagation dans le modèle, ou au contraire des campagnes de vaccination et sa propagation dans les différentes strates de votre modèle.
Donc c'est en conclusion un champ très actif de la recherche, le champ de l'IA et le champ du big data, en particulier dans le domaine des épidémies. C'est aussi un champ qui nous permet d'avoir cette santé publique de précision. Alors c'était Richard Horton dans le Lancet qui disait, parce que beaucoup de gens disent, mais la confidentialité, la liberté individuelle, etc. Il dit non, n'ayons pas peur. Bien sûr, c'est utiliser la puissance des données pour améliorer notre santé, mais c'est pour améliorer aussi la justice sociale, l'équité, l'inclusion sociale. Je ne sais pas comment traduire l'empowerment, le fait de donner aux gens la possibilité de choisir. On ne devrait pas en avoir peur, on devrait au contraire embrasser ces technologies. Voilà. Merci de votre attention. En fait, Antoine, non, mais reste là. Reste là parce que je pense qu'on va te challenger un peu, mais d'une manière constructive. Moi, j'ai juste 2 questions avant de passer la parole à nos discutants. D'abord, sur ton modèle, quand tu as présenté le modèle Covid sur tous les pays, les données que tu utilisais, c'était lesquelles? Parce que comment tu faisais pour récupérer des données d'une manière aussi régulière et sur autant de pays? Alors oui, merci de cette question parce que cette pandémie a été la pandémie des temps modernes vis-à-vis des données. C'est-à-dire qu'on a eu pour la première fois des données qui nous sont revenues de tous les pays du monde avec finalement une très grande transparence puisqu'elles étaient publiées soit récupérées par le site de la Johns Hopkins, par exemple, soit par l'OMS. Les CDC, les ICDC, les CDC européens ont pendant longtemps, en tout cas les 2 premières années de la pandémie, publié de façon très très régulière des données très riches. Et donc nous, on se basait là-dessus. Donc on tapait sur les données qui étaient des données de quoi? De cas, de PCR. Et comme on en faisait énormément, à un moment, les PCR étaient un très bon reflet de ce qui se passait. Et évidemment, il y avait des zones grises qui étaient des pays qui avaient peu de diagnostics et donc on n'avait pas dans tous les pays. Et puis il y avait certains pays, la Corée du Nord par exemple, qui était une zone totalement blanche. Et la Chine, pendant longtemps, on a eu des doutes. Et on a continué à avoir des doutes, y compris même dans les données de mortalité. Vous savez, quand la Chine dit qu'elle a eu 90 000 décès rapportés, après la levée du zéro Covid, la plupart des modèles montre que c'est probablement 1 million. Donc il y a eu une sous-estimation très très notable de certains pays. Voilà. Et ma deuxième question, je ne suis pas du tout un expert, mais tu as présenté le modèle CIR là, au départ et le R0, mais il n'y a pas d'autres modèles, parce que j'avais cru comprendre qu'il y avait notamment des modèles de séries temporelles, des ARIMA ou autres, qui peuvent être assez compétitifs pour être plus rapides dans la prédiction, non? Oui, alors d'abord, les modèles SIR déterminés, ce que je vous ai montré, c'est le plus simple des modèles. Mais déjà, il y a des formulations stochastiques. Et puis, il y a aussi des formulations agent-centrées. Qui sont, y a des fermes d'ordinateurs qui ont simulé, notamment l'Imperial College a fait beaucoup cela, mais pas pour le Covid, où il fallait aller très vite, mais ils avaient fait ça en préparation de la pandémie de grippe. On avait simulé des populations entières. Ils avaient simulé, par exemple, toute la population de la Thaïlande, parce qu'il y avait énormément de données en Thaïlande, pour simuler le départ d'une pandémie de grippe, comment elle se propagerait entre les individus, donc de façon très, très, très raffinée. Mais c'est toujours des modèles SIR qui sont derrière. Ensuite, il est vrai qu'il y a d'autres familles de modèles qui n'ont absolument rien à voir, qui sont plutôt des modèles statistiques et pas des modèles qu'on pourrait dire analytiques ou explicatifs. Le modèle ARIMA ou SARIMA, etc., sont des modèles statistiques de séries chronologiques où il n'y a aucune hypothèse. On peut faire ça avec le stock exchange, la bourse ou autre chose. On n'a absolument aucune explication. C'est juste les séries précédentes avec cette hypothèse que ce qui s'est passé dans les séries précédentes va se reproduire dans les séries à venir. Donc quand il y a des modèles, par exemple, de type saisonnier, comme la grippe saisonnière qui revient à chaque hiver, ces modèles sont très très efficaces. Mais sur Covid, pour le Covid, Covid en 2022, il y a eu 5 épidémies en France, 5 vagues. Donc c'est pour ça que quand les gens me disent, là en ce moment il y a une vague, on dit le pic est arrivé, qu'est-ce que vous en pensez? Mais je ne peux pas penser. On ne peut pas penser. Je veux dire, s'il y a 5 vagues, il y en a peut-être une qui est en train de redémarrer immédiatement après. Et si jamais il y a au contraire pas de vague du tout, on aura la paix pendant quelques mois. Donc vous voyez, là les modèles, à mon avis, de type fondés sur les séries chronologiques, je pense, sont pas performants. D'accord. Merci beaucoup. Joël, merci d'être parmi nous.
Alors, tu es arrivé, si je puis dire, parfaitement juste après le passage Google, que je te résume pour que tu ne te sentes pas piégé. Ça a été très, très en faveur de Google Trends, avec évidemment le fait que, comme tout modèle, ça se trompe un jour. Et il y a eu l'expérience de New York, qui a été citée par Antoine parmi d'autres, et qui, si j'ai bien compris, a quand même été un coup de poignard assez fort par rapport au projet même de Google Trends. Donc tu pourrais peut-être nous en dire plus. Et puis après, il me semble qu'on avait débattu sur les données, notamment sur les eaux usées. Mais c'est bon, c'est des pistes. Je pense que tu en as d'autres comme réaction par rapport aux propos d'Antoine. Et d'une manière plus générale, évidemment, on a tous envie de savoir ce que fait Google dans ces cas de risque épidémique. Merci, bonsoir à tous. Désolée d'être arrivée un peu en retard, ma journée s'est finie tard et désolée d'avoir manqué le début de la présentation. En fait, je vais réagir un petit peu sur différents points. Je voudrais commencer en disant que je ne suis pas une experte, c'est-à-dire je n'ai pas fait d'épidémiologie. J'étais au sein de Verily pendant Covid, donc j'ai quand même eu une belle perspective donc basée à Mountain View, Verily étant la partie d'Alphabet, donc de Google, qui se consacre à la santé. Donc j'ai quand même vu de l'intérieur comment on a réagi à la crise, qu'on a fait, comment on a collaboré avec les autorités à ce moment-là. Mais voilà, je voudrais juste ne pas représenter. Google était quand même une très grande entreprise. Je pense que je ne parle pas au nom de toute l'entreprise. Je suis plutôt là pour pouvoir partager mon expérience côté Verily à ce moment-là. Et peut-être pour commencer de façon un peu plus large, je trouve que le titre m'a interrogé, la prévention sera-t-elle algorithmique? De façon un peu naïve, je me demandais qu'est-ce qu'elle pouvait être d'autre qu'algorithmique. Donc c'est vrai que quand on est baigné dans un monde de données, on a tendance à penser qu'il n'y a qu'une seule façon d'approcher ces questions-là. Et je pense que côté prévention, on a beaucoup parlé du Covid, des crises. Il y a aussi beaucoup de prévention qui se fait en temps de non-crise pour la santé publique. Et de façon générale, les modèles sont peut-être plus appropriés ou plus à même d'apporter des réponses dans des situations saisonnières ou plus traditionnelles que des crises telles que le Covid, que personne n'avait vraiment... Enfin, on avait pu voir venir dans une certaine mesure, mais pas vraiment anticipé. Il y a une citation que j'aime bien, qui a peut-être été dite plus tôt, je ne sais pas, qui est que tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles. Donc pour moi, ça c'est vraiment important pour tout ce qu'on fait, c'est-à-dire que finalement, il ne s'agit pas d'avoir un modèle qui soit parfait, mais un modèle qui soit utile. Et je crois que c'est vrai dans beaucoup de choses. Quand on fait de la planification, généralement, on prévoit ce qu'on va faire l'année prochaine. Au bout de 2 mois, le plan ne tient plus, mais c'est quand même un plan utile et ça vaut quand même le coup d'avoir planifié. Et c'est peut-être ce que je voudrais dire sur ces outils comme Google Trends, qui au départ, on a peut-être affirmé trop fort que ça remplaçait autre chose. Ça, j'étais pas là à ce moment-là. Et dans ces cas-là, c'était tout à fait approprié qu'on fasse notre mea culpa. Mais est-ce que c'est pas plutôt un outil parmi d'autres, comme vous l'avez si bien dit à la fin avec cette image du millefeuille, où ce sont des données intéressantes qui font partie d'une équation beaucoup plus large et qui peuvent donner un éclairage et contribuer à une prédiction qui sera plus fine. J'ai pris le métro pour venir et en fonction des stations, j'avais l'affluence sur Google Maps qui me disait c'est busy à ce moment-là de la journée. Donc il y a une prédiction là qui est capable de dire qu'il y a plus de monde dans le métro à ce moment-là. Donc je pense qu'il n'est pas étonnant finalement que ces données-là contribuent aussi à de la prévision plus fine quand il s'agit d'une crise, d'une pandémie ou d'autres éléments de santé publique. Une grande question chez nous, et là je prends plutôt ma casquette recherche fondamentale, une grande question c'est de savoir avec tous ces modèles finalement si on a encore besoin de la physique. Alors c'est très vexant pour les gens comme moi qui ont fait de la physique, mais au départ la physique ça observe le monde, ça le met en équation, et puis après on s'appuie sur l'équation pour simuler, pour comprendre, pour construire. Et maintenant, sur un certain nombre de modèles, on s'affranchit de la simulation, on s'affranchit de la théorie, on utilise énormément de données et on fait de la prévision vraiment uniquement à partir des données. Donc ça, c'est le cas par exemple en météo, où on a fait beaucoup de prévisions météorologiques qui aujourd'hui montrent qu'on arrive à faire des prédictions alors relativement court terme, 24 heures, 48 heures, qui sont plus précises et dans le temps et dans l'espace que ce à quoi on a accès à travers des modèles. Donc ça, le débat est vraiment d'actualité. C'est-à-dire, je vous donne un exemple en météo, mais il y a d'autres exemples en climatologie, en prédiction des inondations, etc., où le débat est encore ouvert. C'est-à-dire qu'on a vraiment 2 écoles, même en interne, entre ceux qui pensent qu'il faut avoir
vraiment comprendre et que la modélisation, la compréhension des lois physiques est vraiment une clé pour ensuite arriver à dire quelque chose d'intéressant. Et d'autres qui pensent qu'on peut s'en affranchir complètement, que la quantité de données à elle seule permet d'avoir un modèle implicite finalement, mais qu'on n'a pas besoin de mettre en équation avant de pouvoir l'utiliser. Ensuite, vous avez fait allusion aux eaux usées. Alors c'était intéressant parce que quand on en parlait, et j'ai été rechercher, il y avait un article du Monde en fait au tout début de la pandémie qui montrait qu'on arrivait à voir les charges virales dans les eaux de Paris. Alors ce qui avait plutôt fait peur, on se disait oulala, le virus est même dans les eaux parisiennes, est-ce qu'on peut encore la boire? Et finalement ça a été utilisé comme technique pour détecter la charge virale. Que ce soit à Paris comme en Californie. Donc nous, à Verily, on a fait un programme à partir de récupération des eaux usées qui a continué, qui est encore très actif aujourd'hui. Si vous le cherchez, vous trouverez un certain nombre de tableaux qui vous montrent ce qu'on voit aujourd'hui dans ces eaux usées. Et donc, c'est ensuite des outils qui, pour nous, ont vocation à être utilisés par la communauté. Donc, un peu dans le même esprit de mettre les données par Johns Hopkins pendant la pandémie. Mais comment on peut vraiment, à partir de technologies qu'on a développé ou qu'on a à l'intérieur de Google, de Verily, donner à une communauté beaucoup plus grande d'experts qui vont savoir mieux que nous utiliser ces données-là, les données auxquelles nous, on peut avoir accès. Donc ça, c'était sur les eaux usées en particulier. Et puis peut-être pour rebondir sur Google Trends, je pense que c'était il y a 10 ans, il me semble déjà que certains de ces papiers ont été publiés. Encore une fois, peut-être avec des choses qui avaient été dites de façon trop péremptoire au départ. Aujourd'hui, on voit énormément de données qui ont été mentionnées, des données mobiles, des données satellitaires, etc., qui sont toutes très complexes. Et donc, je pense qu'on ne peut jamais s'appuyer sur une chose en particulier en disant ça va remplacer tout le reste. Mais en revanche, repenser la santé publique en se demandant comment on l'aurait appréhendé si aujourd'hui on avait commencé avec le fait qu'une grande partie de la population a un téléphone dans sa poche, une grande partie de ce qui se passe dans le monde peut être observée, qu'est-ce qu'on aurait fait? Comment on aurait vraiment pensé cette santé publique? Et donc, à notre petite échelle, on a un certain nombre d'interventions dans le domaine de la santé ou de la prévention des crises, que ce soit les feux, j'ai parlé des inondations, etc., où on essaie pas tant de faire de la prévention de côté santé, mais plus de donner les outils, encore une fois, aux communautés, que ce soit par des stacks de software qui sont facilement déployables sur Android et sur lesquels on peut mettre un certain nombre de couches d'applications plus spécifiques pour les uns et les autres, ou que ce soit avec, je parlais des inondations, avec vraiment la capacité aujourd'hui d'envoyer des alertes à 300 millions de personnes dans le monde une semaine à l'avance quand on anticipe une inondation. Donc voilà, c'est plutôt des outils comme ça qui ensuite vont être mis au service des uns et des autres, plutôt que de s'arroger, j'allais dire, un droit de prédire quelque chose de bien particulier de façon spécifique. Donc c'est plutôt contribuer une pierre à un édifice plus large dans lequel on a accès à certaines données qui peuvent être mises au service des uns et des autres, qui ont une connaissance précise du domaine ou de l'application et qui peuvent vraiment comprendre ces données et les utiliser de façon pertinente. Merci beaucoup, mais vous êtes contacté, c'est des questions naïves, je pose, mais par exemple, quand il y a eu la crise Covid, vous avez été contacté par les gouvernements, les États, pour être en collaboration étroite sur les modèles ou... Oui, absolument. Alors, en fait, et même sur la crise elle-même, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que nous, on avait... Donc, la personne qui, à ce moment-là, dirigeait Verily, c'était Andy Conrad, qui, avant, avait créé un institut génomique, avait créé une entreprise appelée LabCorp qui faisait beaucoup de tests PCR, donc il avait vraiment une compétence technique, ayant lui-même une thèse sur le sujet, etc., au cœur de ce dont on avait besoin à ce moment-là. Et à ce moment-là, on a été très vite en relation avec la Californie en particulier, qui ne savait pas comment faire. Je pense, je ne sais pas si on s'est rendu compte ici à quel point, quand on a un système de santé qui n'est pas centralisé, faire face à une crise, ce n'est pas facile. Et donc, on avait une situation assez ubuesque où finalement, chaque hôpital était en charge de lui-même, n'avait aucune information sur ce qui se passait ailleurs. Les centres de tests n'étaient pas coordonnés les uns avec les autres, donc même au sein de nos équipes d'ingénieurs, on a les uns et les autres donc on avait à la fois des cliniciens, on avait ce qu'il fallait pour transformer un parking en centre de test et ensuite diriger les gens pour que les gens viennent se faire tester. Donc on a vraiment mis les mains dans le cambouis et participé à l'effort de guerre, j'ai envie de dire, au tout début.
Après, donc ça de façon très concrète, donc pas tant sur les modèles que sur vraiment, on ne sait pas quoi faire avec cette pandémie, il faut tester les gens et donc on va aider à tester les gens. Et puis après, en prenant un peu de recul sur on avait Rob Califf à ce moment-là, donc qui avait été patron de la FDA avant le temps qu'il a passé chez Verily et qui est redevenu depuis, qui est repassé à la tête de la FDA depuis, mais qui était à ce moment-là avec Verily. Donc évidemment avec des conversations entre les autorités publiques et j'ai envie de dire toutes les entreprises locales pour savoir comment faire face. À ce moment-là, moi j'étais très impressionnée par la façon dont Rob Califf a diffusé finalement ce qu'il voyait au quotidien. C'est-à-dire je me souviens plus très bien à quel moment ça a commencé, mais il était donc pour ceux qui le connaissent pas, c'est un monsieur qui aujourd'hui a 72 ans, il me semble, a fait une carrière de cardiologue pendant très longtemps à Duke University, donc a une connaissance médicale très poussée et regardait toute la littérature et nous envoyait, je sais pas, peut-être 20 pages et des exemples, parce qu'à un moment donné, on a aussi permis de partager ça avec le grand public, sur voilà tous les papiers que j'ai lus, voilà où ça en est, voilà ce qui va se passer, voilà ce qui est important, en répétant des messages de prévention qui sont devenus ensuite évidents pour tout le monde, mais qui ne l'étaient pas forcément à ce moment-là. Et donc en évoluant aussi sa réflexion, sans crainte finalement que tout soit faux, c'est-à-dire en disant voilà où j'en suis, voilà ce que je vois, voilà ce que je considère comme étant scientifiquement valable, voilà ce qui ne l'est pas. Donc il nous donnait un petit aperçu de ce qui se passait justement avec les autorités. Moi, je n'étais pas personnellement dans ces réunions-là, mais une collaboration très importante qui n'a pas duré éternellement. Il y a eu un moment où ce que nous, en tant qu'entreprise privée, on procurait n'a plus eu lieu d'être, ou n'était plus compétitif. Donc il y a eu un moment où on a fermé un certain nombre de nos programmes aussi. Et puis on est passé à autre chose, mais il y a eu vraiment peut-être les 6 premiers mois de la pandémie où on a joué un rôle important. Et dernière question, on profite de votre présence, mais en dehors même des risques épidémiques, les modèles prédictifs Google, vous êtes sur quels axes actuellement sur la santé? C'est peut-être une question gigantesque, excusez-moi, mais vous avez, j'imagine, une stratégie assez développée. On ne peut pas s'empêcher de vous poser cette question. Oui, alors les modèles chez nous, il y en a effectivement beaucoup qui font énormément de choses dans plein de domaines. En santé, il y a un certain nombre de choses. Alors on n'est pas forcément. Il y a des équipes qui s'occupent de santé publique de façon plus directe, mais ça je suis peut-être beaucoup plus éloignée. Les sujets en ce moment en santé, alors d'abord il y a quelque chose dont je peux vous parler plus facilement qui s'appelle MedPalm, donc a été un grand modèle de langage qui ensuite on a entraîné sur un corpus médical. Donc à la fois des résultats académiques, scientifiques assez impressionnants, puisqu'on a réussi à faire passer à un tel modèle les examens d'entrée de l'internat où il était au départ comme un élève moyen et puis assez rapidement meilleur qu'un panel d'experts, à un QCM élaboré, j'ai envie de dire. Donc c'est pas quelqu'un qui va remplacer un médecin du jour au lendemain, mais déjà arriver à passer ces tests de façon vraiment très, très, très convaincante, c'est une étape, je pense, dans le scientifique très importante. Donc ça ouvre le champ des possibles. Donc il y a beaucoup de travail qui continue pour s'assurer que ça va pouvoir être utilisé ensuite de façon clinique. Et il y a également beaucoup de travail de fait sur des modèles d'IA qu'on avait pu faire depuis longtemps. Par exemple, on a longtemps travaillé sur un modèle de détection de la rétinopathie diabétique, donc qui est la première cause de cécité dans le monde, où quand on a du diabète en France, on va être suivi. Et donc, si on commence à avoir des premiers signes, on peut être soigné. En revanche, dans beaucoup de pays du monde, personne n'est suivi et donc ça rend aveugle. Ça, c'est vraiment un algorithme, c'est-à-dire c'est une image du fond de l'œil qui permet de dire voilà le risque correspondant. Et donc ça, c'est des modèles, nous, on avait travaillé dessus tôt, en mettant beaucoup de ressources, donc peut-être plus que ce que quelqu'un qui regarderait ça de façon industrielle aurait fait, mais plus avec un côté scientifique, en disant voilà l'état de l'art, voilà où on peut pousser les algorithmes. Et ensuite, on a le premier papier là-dessus a été publié en 2016, donc il y a assez longtemps. Et ensuite, on a passé beaucoup de temps à la fois comprendre comment le déployer dans des endroits pas forcément faciles, en particulier en Thaïlande, en Inde. Construire aussi la caméra qui prend l'image, parce que finalement, si la caméra est trop chère, personne ne va prendre d'image, donc c'est pas la peine de travailler là-dessus. Donc voilà, donc plutôt du travail comme ça, d'arriver à accompagner des projets d'un bout à l'autre, j'ai envie de dire, de la chaîne,
que vraiment sur ce dont on parlait en santé publique et modèle prédictif, où là, on est sans doute en travail en collaboration avec, comme je vous disais, en mettant des données à disposition, mais pas une stratégie dédiée en tant que telle. Merci beaucoup, Joël. On va vous donner la parole, bien sûr. Il doit y avoir plein de questions, j'espère, en tout cas, parce que c'est des débats qui sont intéressants dans l'interaction. Stéphanie, ce que j'ai compris, c'est que le Health Data Hub n'était pas en première ligne en France pendant la crise Covid. C'était Santé publique France sur la gestion des données. Mais en fait, tu as dû être quand même assez proche en fait, des systèmes de recueil. Donc peut-être la première question, c'est qu'est-ce que tu as fait pendant la crise Covid au niveau du Health Data Hub? Qu'est-ce que le Health Data Hub a fait? Oui, peut-être que je peux commencer par ce que j'ai fait sans le Health Data Hub et ensuite peut-être développer. Parce qu'en effet, nous, on n'était pas du tout en première ligne et je ne suis pas non plus une experte. Moi, j'étais pas en cellule de crise et nous, on n'avait pas des outils qui permettaient d'être assez réactifs par rapport à l'événement. C'est pour ça que je décorrèle les deux. Par contre, on nous a confié la mission à mon directeur scientifique Emmanuel Bacry et moi d'essayer de regarder comment on pouvait mobiliser davantage les données de santé dans le cadre de la crise sanitaire pour appuyer. Donc, ce que je peux peut-être partager, c'est une sorte de témoignage, mais un peu observationnel, puisque c'est plus ce qu'on a cru constater. Maintenant, il faudrait faire un travail beaucoup plus approfondi, peut-être a posteriori, pour savoir ce qui a vraiment marché. Mais en tous les cas, on a eu le sentiment que c'était un contexte qui se prêtait à une profusion de cas d'usage en IA et santé. Alors évidemment, au premier rang desquels les modèles de prévision de l'évolution de l'épidémie, mais finalement, pas mal d'autres choses auraient pu être possibles. Je prends des précautions de langage parce que je ne sais pas très précisément ce qui a pu aboutir, mais peut-être que tu pourras nous dire aussi, toi, du coup, au quotidien, comment tu as pu utiliser ces modèles-là. Mais évidemment, il y avait des choses à faire sur prévenir, mieux diagnostiquer et traiter les patients touchés par la Covid-19. Et par exemple, il y avait des travaux qui ont été faits sur le développement de modèles de diagnostic sur des scanners thoraciques, pour vous donner un exemple parmi tant d'autres. L'évaluation des traitements ou ce genre de choses, analyser les interactions médicamenteuses, voir ce qui pouvait marcher dans des délais très courts pour des patients en nombre atteints de la Covid-19. Certainement aussi des cas d'usage autour de l'impact de l'épidémie sur les organisations de soins, donc au niveau des établissements, les ressources. On a pu voir par exemple que la PHP et certainement beaucoup d'autres établissements ont mis en place des modèles prédictifs pour savoir comment gérer leurs ressources, leurs lits, les ressources de prise en charge des patients tout au long de leur cycle de vie médicale. Également l'impact sur les patients qui n'étaient pas atteints par la Covid-19 mais qui ont quand même subi la désorganisation des soins. Qu'est-ce que ça veut dire pour un patient qui est pris en charge pour un cancer, un confinement par exemple. Donc tout ça, c'est des choses qui pouvaient aussi être étudiées à partir des données. L'impact aussi sur la santé mentale. Donc là aussi, il y a eu pas mal de recueils de données pour essayer de comprendre ce qui se passait pour les gens qui vivaient dans des conditions de vie un petit peu étranges par rapport à la situation habituelle. Donc un grand nombre finalement de cas d'usage qui pouvaient être étudiés et mobiliser des données de santé et différents types de modélisation. Également, la remontée des données elles-mêmes, parce que pour réaliser un certain nombre de statistiques ou d'opérations, on a besoin de remonter des données qui étaient aussi affectées par la situation. Par exemple, les données du PMSI... a beaucoup aidé là-dessus. Nous, on était en bout de chaîne, donc on ne pouvait pas vraiment aider là-dessus, mais il y a eu des remontées de données qui étaient de moins bonne qualité et ça a des impacts certainement pendant longtemps sur la manière de les exploiter. Donc ce qu'on a eu l'impression de constater, c'est qu'il y a quand même beaucoup de données de santé qui ont été utilisées au niveau des cellules de crise, de Santé publique France, du ministère, etc. Données de SOS médecins, des enquêtes qui ont été déployées dans les EHPAD, par exemple, les données de passage aux urgences, des SI qui n'étaient pas faits qui ont été transformés pour l'occasion, comme par exemple Civic, dont peut-être tout le monde a entendu parler, qui était le système d'information pour les victimes des attentats, qui a été réutilisé pour compter et numérer les patients pris en charge à l'hôpital en réanimation.
et puis des systèmes d'information qui ont été développés pour la gestion de la crise sanitaire. Donc, notamment CIDEP, avec les remontées de tests biologiques, CIVAC, bien sûr, ou VAXI, je ne sais plus comment on l'appelle aujourd'hui, mais pour les remontées de données sur la vaccination. Il y a aussi les données administratives qu'on a essayé de faire remonter de manière plus fréquente pour avoir une vision plus à jour de l'état des lieux de la situation. Et bien sûr, tous anti-Covid, mais je pense n'a pas été exploité vraiment à ces fins-là, ou en tout cas dans le cadre des exemples que je cite. En revanche, malgré cette profusion d'outils qui ont quand même pu se mettre en place dans des délais très courts, je pense par rapport à des systèmes d'information traditionnellement déployés, on a quand même le sentiment que la remontée des données n'était pas suffisamment organisée, pas forcément suffisamment réactive. Il y a des données qui ne sont jamais vraiment remontées de manière organisée, celle des SAMU par exemple. Il n'y a pas eu de décloisonnement de données suffisant, y compris dans la recherche. Il y a eu énormément de cohortes de recherche qui ont été faites pour étudier des questions de recherche sur l'épidémie, mais est-ce qu'il y a eu de la coopération scientifique suffisante ou est-ce que chacun a fait sa cohorte? Il y a eu beaucoup d'appels à projets et beaucoup de propositions de création de cohortes. Est-ce que ça n'aurait pas été plus simple d'essayer de faire un grand entrepôt pour pouvoir réexploiter ces données-là de manière plus efficace, avec aussi des équipes qui travaillent ensemble? Ça a été évoqué, ça, ou pas? Parce qu'effectivement, on a tous un peu constaté cette idée des essais cliniques qui étaient... Je ne veux pas parler pour les gens dans cette salle qui pourraient mieux en parler certainement, mais oui, c'est des questions qui ont été évoquées. Ensuite, c'est pas si évident, je pense, de changer une organisation qui est aussi un peu culturelle, mais peut-être que d'autres personnes voudront prendre la parole là-dessus. En tous les cas, c'est sûr qu'au Royaume-Uni, par exemple, ils ont mis en place un énorme entrepôt, ils ont mis toutes les données dedans, et puis voilà, ils l'ont exploité. Ça n'a pas été possible en France. Et pour revenir sur le SDATEB, parce que tu m'interrogeais quand même là-dessus, donc c'était un peu l'idée pour le SDATEB. Donc on peut pas. Donc nous, on gère une plateforme de recherche, donc des données plutôt froides, mises à jour pas extrêmement fréquemment, donc c'est pas super adapté pour la gestion de la crise. Néanmoins, ça aurait pu permettre de réunir les données de recherche ou différentes sources de données pour que les gens puissent commencer à essayer de tirer des enseignements du phénomène, même si c'est pas pour une gestion hyper court terme. Est-ce qu'on doit confiner dans une semaine? Et ça a été très partiellement possible. C'est-à-dire que le ministère a réussi à mettre en place les textes qui nous permettaient de créer ce qu'on a appelé un entrepôt Covid, donc de réunir les données relatives à l'épidémie dans la plateforme du SDATEB. Mais assez rapidement, on a été confronté au manque de volonté des acteurs de partager les données. Donc, in fine, il n'y a pas eu tant de bases de données que ça dans le SDATEB. Nous, on a accompagné une quinzaine de projets de recherche. Je ne suis pas sûre que ce soit un nombre suffisant par rapport à l'importance de l'événement à ce moment-là. Sachant qu'il y a d'autres obstacles à une réutilisation efficace des données qui sont aussi réglementaires. C'est-à-dire que une première étude sur l'intérêt de l'hydroxychloroquine au moment où on avait un grand débat national sur le sujet avait été déposée au CESRES, au Comité éthique et scientifique national, dès avril 2020. Et elle a été autorisée par la CNIL, je crois, en juillet 2021, quelque chose comme ça. Donc, on ne s'est pas non plus totalement donné les moyens, je pense, collectivement, pour apporter des réponses rapides aux questions qu'on se posait au moment de l'épidémie, quoi. Et juste une dernière question, parce que c'était Santé publique France qui gérait donc la centralisation des données pendant la remontée. Alors, de Santé publique France, dans son cœur de métier, gérait un certain nombre de données, déployer certains recueils et les exploiter. Ensuite, il y avait aussi du côté du ministère une cellule de crise organisée et interministérielle, mais je pense qu'il y a d'autres personnes qui pourraient décrire un peu plus précisément leurs activités, mais il y a beaucoup de données qui sont remontées en cellule de crise aussi pour exploiter les indicateurs. Après, peut-être juste pour donner une touche un peu quand même positive, je pense qu'il y a certains projets qui n'ont pas pu se développer suffisamment pendant la crise sanitaire, qui sont en train de se développer maintenant, donc on n'a pas non plus tout perdu. Je pense que ça a permis d'initier des projets qui auraient peut-être été plus compliqués à s'initier sinon, notamment un entrepôt de médecine de ville, puisque ça, c'était vraiment un angle mort pendant l'épidémie. En gros, on savait qu'il y avait du monde dans les hôpitaux, mais avant ça, c'était assez difficile d'avoir une vision pour anticiper.
Et donc, les médecins généralistes avaient été sollicités pour faire remonter les données, mais ils n'étaient pas équipés pour les faire remonter de manière efficace. Et donc, du coup, là, maintenant, il y a un projet d'entrepôt de médecine de ville qui sera peut-être en production dans les prochains mois. Et c'est un petit peu la même chose pour les établissements hospitaliers. Santé publique France a voulu travailler avec certains établissements de santé pour construire des indicateurs, mais c'est pas l'état des entrepôts de données de santé hospitaliers aujourd'hui ne permettait pas des cas d'usage entre guillemets de production quasi industrielle dans le contexte où on était. Merci beaucoup Stéphanie. J'imagine qu'on reviendra sur certains points que tu as évoqués, mais on va passer à Benjamin. Alors Benjamin, donc, tu étais dans une situation, je dirais, vraiment en première ligne, DG du CHU de la Martinique. Je l'ai vu de loin, mais enfin, on a compris que tu étais dans une situation, disons, très particulière. Et donc, qu'est-ce que tu peux nous dire comment tu as utilisé les modèles et comment tu as ce rapport au modèle, comment tu l'as vu? Ouais, alors d'abord, réagir un tout petit peu sur ce qu'a dit Joël, sur la prédiction peut-elle être autre chose que algorithmique. Pour moi, elle peut ne pas être du tout. Et savoir quelle va être la prochaine pandémie, est-ce que ce sera Ebola, est-ce que ce sera une nouvelle souche de Covid, ou est-ce que ce sera un autre virus qu'on ne connaît pas, ou une souche de la grippe, on ne sait pas le faire. Et quand c'est ça, en fait, il faut juste avoir un réseau de détection le plus rapidement possible pour, après ça, faire tourner les modèles. Et il faut se dire qu'en médecine, c'est tellement compliqué que des fois, on ne sait juste pas prédire. Alors, on sait élaborer nos modèles, mais il reste quand même parfois un peu foireux. Voilà. Alors du coup, après ça, nous, au sein de l'hôpital, c'est vrai que on a été vite débordés. Alors, je vais vous présenter un cas très simple, parce qu'à la Martinique, on disposait de peu de chiffres. Même savoir le nombre de lits vides, c'était assez compliqué. Et donc, on avait quand même besoin de savoir à 14 jours quel serait le flux si on ne faisait rien. Et ce qui allait se passer. Alors nous, le comportement au sein de l'île, il était quand même peu irlandais, et tant qu'il n'y avait pas de confinement, les gens ne se confinaient pas. Donc le délai de 10 à 14 jours a plutôt bien fonctionné sur les 4 vagues qu'on a eues. Donc là, je vais vous présenter le cas de la 4e vague. Hop là. Ça, c'est Là, vous voyez les 2 premières vagues, on était monté à peu près la vague 1 et la vague 2 à 70 lits Covid. Et la 3e vague, on était monté à 140 lits Covid. Et on avait eu l'impression que c'était le bout du monde. On a été au bord de se faire des bornes et on ne saura pas faire plus. Déjà, on avait pas mal impacté. Alors, on est le seul hôpital de MCO, enfin le CHU de la Martinique est le seul hôpital de MCO sur l'île. Il y a juste une clinique qui fait de l'ortho, de la chirurgie digestive, tout ce qui est simple, mais qui reste très, très petite. Tout le reste, la cancéro lourde, la neuro, etc., est fait par l'hôpital. Donc on a vraiment à conserver des lits hors lit Covid. Et il y a 800 lits 850 lits de court séjour. Et donc, à 150 lits, on avait déjà pas mal impacté tout ce qui était pathologie chronique, tout ce qui était hôpital de jour, transformé en lit Covid. Et donc, en début juillet, on voit que ça repart. Donc, on fait tourner le modèle. Et voilà, on tombe à ça. Alors, nous, on faisait un modèle extrêmement simple qui était basé sur le nombre de patients Covid qu'on hospitalisait et sur la durée moyenne de séjour. Et sur les 2 dernières vagues, enfin les vagues 2 et vague 3, il s'était plutôt montré relativement fiable tant qu'on n'avait pas pris de décision. Donc on le faisait tourner et puis ça nous permettait vraiment, en fait, au niveau local, ça vaut le coup d'essayer de prédire sur des indicateurs simples pour voir ce que ça donne. Voilà ce que ça a donné derrière. Donc on voit qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que la métropole s'était beaucoup vaccinée, la 4e vague Covid, on est en plein été, juillet et août, et nous on remonte que ça part fort en Martinique, où on avait moins de 30% de gens vaccinés, alors qu'en métropole on était plutôt à 80 voire 90% des gens vaccinés. Et donc la décision de confinement est venue très tard, donc on a eu un virus en évolution libre complète, et vous voyez qu'on est monté proche de... Alors, ils marquent 700 lits Covid, il y en avait moins. Je pense qu'ils avaient le transfert dedans. On est monté à 600 lits Covid. Donc, on a complètement impacté tout le court séjour et aussi le moyen qu'on avait transformé en lit Covid. On avait essayé de préserver un petit peu de lits de cancéro, la neuro, la cardio, mais pas grand-chose.
Et après ça, ça nous permettait de voir à quel point on allait être submergé. Parce que, par exemple, en début de crise, on a tout notre système d'oxygène qui a failli s'effondrer. On est passé de 800 litres jour de consommation d'oxygène à 2500. Et déjà, on avait 3 fois la vitesse de gaz autorisée d'oxygène dans nos tuyaux, donc avec un risque d'explosion assez conséquent, selon Air Liquide. Donc, mais en fait, on est monté à 8800 litres jour d'oxygène consommé. Donc, il fallait prendre des mesures très fortes pour arriver à faire face. Et donc, d'avoir ce modèle en se disant, de toute façon, tant qu'on n'a pas le confinement, dans 14 jours, on sera là, ça nous permettait de voir à quel point il fallait réagir, puisque de toute façon, ça craquait un peu partout, en termes de personnel, en termes d'oxygène, en termes de moyens, en termes de respi. Voilà, il y a les Covid, il y a les urgences, et puis il y a les LIREA qui sont le summum du compliqué à faire tenir. Et puis à négocier. Et puis ça permet de voir, alors là on ne le voit pas très bien, mais vous voyez, on a eu un épisode, on le voit au début, où pendant 5 jours, ça rebaisse. Et là, vous vous dites, peut-être qu'en fait, ça s'est arrêté. Et là, vous voyez que votre modèle, il vous dit que non. Donc, peut-être que si, hein, mais on se prépare quand même au pire. Et du coup, et vu que le modèle fonctionnait assez bien par rapport à la Martinique, hein, qui était un modèle hyper simple, nous, ça nous a vraiment permis de graduer toutes nos mesures, parce qu'on était débordés en permanence, entre ouvrir des LIDREA. Pour vous dire, on avait 40 LIDREA, et à la 4e vague, on en a ouvert 140, et on avait 180 personnes au pic, de personnes qui relevaient de la réanimation, qui n'étaient pas en réanimation. Donc on a été vraiment totalement débordés, et il fallait que chaque action soit la plus pertinente possible. Et de savoir jusqu'où on allait aller. Nous, on savait que tant qu'il n'y avait pas le confinement strict, ça n'allait pas baisser. Ça nous a permis finalement de savoir ce qu'on allait faire. Donc, avec un modèle hyper simple qui s'est révélé fiable, hein, il est vraiment ultra bête, ça nous a aidés. Donc, oui, la prévision, elle peut être algorithmique sur des choses toutes simples. Alors, oui, je ne résiste pas à la tentation. Le modèle Pasteur, qui était le modèle national, qu'est-ce que vous en faisiez? Comment il était dans ce panorama là? Alors, le modèle Pasteur, vu de la population de la Martinique est relativement faible, il n'arrivait pas à tourner. Nous, on regardait, donc des fois, il y a la Martinique qui n'était pas dedans. Et donc, après ça, en revanche, sur la 4e vague, là, on a eu des bonnes données, spécialement pour nous. Et en revanche, nous, ce qu'on regardait beaucoup, il y avait une prévision faible, une prévision forte, et la prévision colorée, qui était la prévision moyenne, là. Et on regardait l'écart entre les trois pour nous donner le taux d'incertitude. C'est surtout ça que ça nous donnait, et à quel point, du coup, il fallait se préparer au pire. Donc voilà, ouais, les modèles Pasteur, nous on les regardait beaucoup, et puis quand on voyait que ça retombait de partout et que ça se resserrait, c'est que sans doute on avait passé le pic. Et alors nous en fait, à l'hôpital, quand on voyait que le pic était passé, on concentrait tous nos moyens sur faire grossir les lits de réanimation et pas faire grossir les lits Covid. D'accord. Et une dernière question, avant de laisser la place aux questions de la salle, mais tu as regardé d'autres modèles, peut-être même assez pragmatiques, comme celui que tu as décrit, ou d'autres expériences environnantes, puisque tu étais dans un cas très spécifique, ce qui se passait en Guadeloupe ou dans d'autres îles des Antilles, ça t'a aidé ou pas du tout? Non, on n'a pas eu le temps. Non, regardez ce qui nous tombait tout cuit dans le bec. C'est vrai que le modèle Pasteur, dès qu'on l'avait, on le regardait, et on essayait de voir ce qu'on pouvait en tirer. Et après ça, ouais, il y avait... On était pas mal occupés, mais on a fait ce modèle tout simple qui nous a aidé sur notamment les crises 2, 3, 4. Excellent, merci beaucoup. La place est aux échanges, donc n'hésitez pas à poser des questions. Je pense que vous avez là vraiment quand même des personnes de premier point. Monsieur, je vous en prie. Bonjour, Jean-Michel Brozowski, président du CVAO, Comité pour la valorisation de l'acte officiel. J'ai fait ma pub, tout va bien. Je voulais simplement vous rappeler une petite anecdote qu'on m'avait donnée il y a assez longtemps. C'est sur le Concorde. Alors, je vous dire, le Concorde, ça date d'un certain temps, ça ne vole plus maintenant. Et on avait fait plein de prévisions et on avait plein de critères de prévision. Et le seul critère sur lequel les Anglais et les Français avaient été mis d'accord, c'est le prix du gazole. Le problème, c'est qu'il y a eu, bien évidemment, la crise majeure qu'on a tous connue sur l'augmentation
énorme du prix du gazole. Donc, on peut se poser des questions sur la prévisibilité. Et ce que j'aime beaucoup dans ce que j'ai entendu, c'est arrêtons peut-être de vouloir avoir des systèmes très à multicritères, et peut-être que des critères beaucoup plus évidents seraient peut-être plus utiles. Je voudrais poser 2 questions en ce qui concerne le comportement. Est-ce qu'on a vu des comportements évoluer par rapport... Bon, j'ai bien compris que Internet avait son rôle, j'ai bien compris que les réseaux sociaux ont certainement un rôle, mais est-ce que, les professionnels de santé ont changé de comportement? Et on voit par exemple sur les pneumologues qui ne voulaient pas entendre parler des corticoïdes et qui se sont dit, bah oui, mais devant le choc septique, c'était peut-être utile. Et puis il y avait un deuxième élément, c'est en ce qui concerne les comportements des patients eux-mêmes. Est-ce qu'ils ont évolué? Et quand je vois que, par exemple, on avait la notion des hôpitaux avec les anciens hôpitaux qui étaient en pavillon parce qu'on voulait absolument avoir une aération, est-ce qu'on ne s'est pas trompé un petit peu au début en pensant que c'était le gel hydroalcoolique, le masque, et qu'on avait oublié complètement la ventilation? Merci de vos réponses. Oui, on peut répondre peut-être à plusieurs voies. Sur le plan des comportements, oui, ce qui a été assez bien étudié, c'est vis-à-vis du vaccin. Et la première chose, c'est que l'immense majorité des personnes ont beaucoup de bon sens. C'est-à-dire que quand le vaccin arrive, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en particulier en France, le gouvernement avait peur d'imposer le vaccin, pensant que l'expérience de la grippe H1N1 avait fait que les gens ne voudraient pas se vacciner. En fait, la vaccination a été très rapidement acceptée, embrassée par tout le monde. Et bien sûr, il y a eu quand même le pass vaccinal pour stimuler tout ça. Et ça a été très utile, je pense, le pass vaccinal en France. Mais la partie des hésitants a été relativement modeste. Et en fait, la partie des hésitants, d'abord, qu'on appelle trop rapidement anti-vax, je pense, se déclinent en différents groupes. Ce n'est pas du tout la même hésitation qu'on a en Chine, par exemple. En Chine, les gens qui sont hésitants, c'est les personnes âgées. Parce qu'on leur dit, non, vous êtes tellement fragile qu'il ne faut surtout pas vous vacciner. Mais c'est même les médecins. C'était ça qui était répandu en Chine. Donc les personnes âgées n'étaient pas vaccinées. C'était le grand drame de la Chine à la levée du zéro Covid. C'est que les gens étaient très bien vaccinés, sauf les personnes âgées. Et donc c'est elles qui sont beaucoup décédées. Mais en Europe, on n'a pas tout à fait les mêmes types d'hésitation vaccinale. On a deux groupes. Je pense que ce serait intéressant de savoir ce qui se dit pour la Martinique, l'hésitation vaccinale de la Martinique, qui ressemble aussi, à mon avis, à celle des cités françaises, des quartiers, et qui ressemble aussi à celle des Noirs américains. C'est-à-dire c'est une hésitation vaccinale qui est très empreinte d'une sorte de rejet du blanc, du dominant, de l'occidental. C'est différent que celle de l'hésitation vaccinale des gens qui sont plutôt bio, plutôt contre les produits génétiques, qui ont des visions qui sont un petit peu plus, nous en Suisse, on dit anthroposophes, parce qu'il y a un mouvement assez fort de alternatifs, si vous voulez, qui sont plutôt des gens éduqués et plutôt des gens aisés, ou en tout cas des classes moyennes, alors que les précédents étaient plutôt défavorisés dans la société, se sentaient, en tout cas, se percevaient comme défavorisés, y compris vis-à-vis d'autres types de services publics et pas seulement celui de la santé. Et puis, il y a aussi encore une autre forme d'hésitation vaccinale, et je m'arrêterai là, mais qui est celle de l'Allemagne de l'Est, mais pas que de l'Allemagne de l'Est, la Saxe, mais tous les pays de l'ex-Union soviétique n'ont pas pris le vaccin. Les Russes, 50% des Russes étaient vaccinés au moment où 90% des Français l'étaient. C'est-à-dire que l'industrie pharmaceutique d'État, que ce soit en Chine pour les personnes âgées ou en Russie et dans tous les pays de l'ex-bloc soviétique, y compris l'Allemagne de l'Est, ont été très contre la vaccination pour d'autres types de raisons. Quand l'État nous propose des choses pour notre propre santé, on est plutôt méfiant. On ne retrouve pas du tout ce type de méfiance chez la plupart des Français. Ouais, sur
une des choses moi, qui m'a frappé, qui a été mal prise en compte, alors c'est pas les corticoïdes, parce qu'effectivement c'est un vieux débat, hein, les infectieux n'aiment pas les corticoïdes qui sont immunodéprimants. Et finalement c'est devenu l'une des seules thérapies utilisées contre le Covid, avec la corticothérapie et l'hypercorticothérapie, qui a, lors de la 4e vague, a plutôt donné des bons résultats. Mais parce qu'on s'est rendu compte que ce qui rendait, sur la fin, ce qui rendait vraiment malade le patient, c'était pas qu'il luttait contre l'infectieux, mais c'est contre les dégâts qui étaient au niveau des poumons. Et là, les corticoïdes aidaient. Mais là, c'est vraiment une connaissance de la maladie et qui n'a pas forcément à voir au modèle. C'est la science qui a progressé. Moi, ce que j'ai vu qui a vraiment beaucoup joué dans la première et la deuxième vague, c'est la non prise en compte dans les premières mesures des personnes asymptomatiques, totalement asymptomatiques, sans fièvre, sans tout, qui étaient porteurs du virus et qui le disséminaient de partout. Et nous, on a vu des personnes totalement asymptomatiques qui généraient des clusters énormes. Sur l'île, ça se voyait vraiment bien. Et alors que une des choses qu'on nous a dit, la première chose, c'était de prendre la température. Or, sur la première souche, alors je ne sais pas ce qui a été dit, c'était entre 1 personne sur 2 et 4 personnes sur 5 qui étaient asymptomatiques. Donc prendre la température, ça marchait pas entre 1 fois sur 2 et 4 fois sur 5. Et ça, je pense que c'est une des choses qui en a mis partout sur la planète. C'est vraiment le truc sur les mesures barrières qui étaient totalement inadaptées au départ, qui ont fait que ça a vraiment mis de partout. Moi, je dirais que c'était le plus gros facteur qui a fait qu'on s'est retrouvé avec une pandémie mondiale. Mais je ne suis pas un spécialiste, j'ai juste observé ça sur mon île. Moi, je voudrais juste réagir peut-être sur le bon sens, parce qu'ayant vécu une partie de la pandémie en Californie et une partie de la pandémie en France, quand les choses, peut-être une semaine avant ou 2 semaines avant qu'on soit en confinement, j'étais en un congrès chirurgical avec des chirurgiens qui faisaient des accolades en disant qu'est-ce que c'est que ce truc dont tout le monde parle, ça ressemble à rien. Donc je crois que le bon sens n'est pas forcément bien partagé et qu'on a vu culturellement des très grandes différences entre, je pense en France, où les gens finalement mettaient le masque, puis à partir de la minute où on disait bon, il n'y a plus besoin du masque, tout le monde l'enlevait et repartait à la plage, et d'autres endroits où la présence du gouvernement est très différente et où les uns et les autres finalement réagissaient en fonction de cette confiance antérieure qu'ils pouvaient faire en la parole publique, avec vraiment des disparités énormes. Quand on a vu comme la région de San Francisco a réagi par rapport au reste des États-Unis, par exemple, on a vraiment eu des extrêmes entre des gens qui pendant 2 ans ou 3 sont pas sortis de chez eux, ont complètement coupé de n'importe quelle vie sociale, ont lavé leurs courses au jet d'eau dans leur jardin pendant très très longtemps, alors qu'on avait démontré depuis bien longtemps comment finalement arriver à se saisir de cette pandémie. Donc je ne parle pas du tout début où personne ne savait, et là je pense que tout est excusable, mais même dans des populations éduquées où on a accès à de la donnée, je crois que le bon sens n'est pas du tout partout comme on pourrait le croire. Et ça je crois que ça nous interroge beaucoup sur comment on va réagir potentiellement à d'autres événements qui peuvent nous arriver. J'espère qu'on est encore en train de tirer des leçons pour avoir un peu une feuille de route un peu plus claire la prochaine fois, parce que je crois que la façon dont on a géré cette première, en tout cas pour nous, cette première grande pandémie, a pas forcément été optimale, ni par les uns ni par les autres. Moi, je trouve qu'il y a eu un apprentissage dans le mauvais sens, parce que c'est arrivé après 3 débuts de pandémie qui n'en ont pas été. Il y a H1N1 où on a eu la chance que H1N1 n'a pas fait de dégâts, mais il aurait pu en faire énormément. Et du coup, ça a été énormément reproché d'avoir déclenché une préparation énorme, mais ce qui, à mon sens, était totalement justifié. Après H1N1, on a eu le SARS-CoV-1 qui est parti, et là je ne sais pas pourquoi, qui est parti très fort, qui a touché la Mecque. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, on est foutu, c'est quand même un cluster qui va en disséminer de partout, et il s'est arrêté brutalement, sans qu'on comprenne pourquoi, enfin ce qu'on dit les infectieux. Et on a eu Ebola aussi, qui est parti. Même chose, on s'est préparé à Ebola un peu partout en France, et finalement, ça fait pchit. Et voilà, donc ça, le Covid-19, il est arrivé après ces 3 débuts de pandémie, qui à chaque fois, on s'était plus ou moins préparé, qu'on coûtait de l'argent, et qui finalement, il n'y a rien eu derrière. Et du coup, il y a eu cet apprentissage-là, où en fait, peut-être que ça n'arrive pas.
Et il y a ce virus qui était finalement pas si méchant, mais avec ce facteur qu'il y a beaucoup d'asymptomatiques qui transmettent très fortement le virus. Et voilà, donc je pense que, en fait, il faut rester, il y a le bon sens, mais ce bon sens, c'est vrai qu'il faut se dire qu'à partir d'un moment où on a un nouveau virus, où la transmission interhumaine est démontrée, on ne sait pas ce qui peut se produire. Mais on a eu un apprentissage qui, moi, je ne me choque pas, qui a été dans le mauvais sens, du fait des 3 précédentes pandémies, on a eu beaucoup de chance. Je voudrais juste en profiter pour rappeler qu'on ne fait pas suffisamment de probabilités statistiques, donc il ne faut pas s'étonner que finalement, si on arrête de faire des maths très tôt, les gens, tout un chacun, ne soient pas équipés pour ensuite comprendre que on a eu de la chance que 3-4 fois il ne soit rien passé, mais ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de se préparer. Et ça, je pense qu'on a une responsabilité collective en n'équipant pas les uns et les autres. Enfin, les stats, on fait ça en terminale. Si on n'a pas fait terminale scientifique, on ne comprend pas. On a retenu l'enseignement. Alors, Pas sur le climat, je crois pas. je pense que j'ai une remarque et une vraie question. Ma remarque, c'est qu'on n'est pas très partageur de données et on ne regarde pas les données. H1N1, c'est le pire pour moi. Pendant tout le mois d'août, j'ai envoyé au directeur général de la santé les données australiennes et néo-zélandaises. Tous les jours, on les avait. Donc on savait, on aurait pu être plus prudent dans la communication parce qu'on savait qu'il ne s'était rien passé dans l'hémisphère sud. On n'a pas voulu, pour des raisons que je comprends par ailleurs, parce que, si vous voulez, il y a une ministre de la Santé qui a été mise en examen sur le Covid alors qu'elle l'avait à peu près prévu et à peu près préparé, bien sûr, en quelques jours, puisqu'on ne savait pas 3 mois avant. Donc on ne peut pas, effectivement, acheter 10 millions de masques ou 100 millions de masques ou 1 milliard de masques en 3 jours. Bien évidemment, elle s'est retrouvée mise en examen. Le fait qu'on dépense 100 millions de vaccins H1N1 n'a pas conduit même à une question que les politiques... Alors, si la pauvre ministre qui a fait ça, quelquefois, elle se reprend de temps en temps dans des débats. Le stock de H1N1, je tiens à vous dire, c'est pas elle n'y a pas fait pour grand-chose, mais c'est elle qui se le prend. Bon, mais je comprends qu'il y a un problème que les modèles, hélas, ne montrent pas, qui est le risque, et que le risque collectif tend à conduire à suralerter, sauf que la population réelle, je pense, ne nous croit plus parce qu'on suralerte, mais parce qu'on se protège aussi. Donc ça, c'est un grand débat, mais plus philosophique. On a du mal avec ces sources de données, hein, parce que Stéphanie, j'aime bien Stéphanie, mais il existe des observatoires généralistes en France. Ils ont servi pendant le Covid, même au président de la République, et donc heureusement qu'il en existe. Le seul problème, c'est que oui, en France, comme dans beaucoup d'endroits, on a du mal, on segmente. Il y a des trucs privés, il y a des trucs publics, il y a des trucs portés par la profession, il y a des trucs pas portés par la profession, et on continue et continue. C'est dommage, et heureusement le contraire, c'est ma remarque, le contraire marche. Ça veut dire qu'il y a les premiers pays, les Italiens qui ne sont pourtant pas des grands partageurs de données, dont on travaille beaucoup en Italie, et bien pourtant pour le Covid, ils ont fait un effort, et c'est eux qui ont sorti la première liste des comorbidités qui était beaucoup plus précise que celle qu'on a utilisée en France au départ. Juste, moi, il y a un débat qui m'intéresse beaucoup, c'est ce qui a été dit en 2 minutes et qui pourtant pour moi est fondamental. C'est compréhension du modèle versus non-compréhension du modèle. Alors pourquoi c'est fondamental? Parce que moi, on a travaillé sur la prévention du diabète il y a quelques années et on avait utilisé, alors à l'époque on ne faisait pas de l'IA parce que les ordinateurs n'étaient pas assez puissants, on faisait de la statistique un peu complexe. Et on avait sorti une centaine de variables qui expliquaient les complications de diabète dans la consommation des soins pour prévoir l'état du diabète dans 1 an, dans 2 ans. Voilà. Et le problème, c'est qu'on a sorti toutes les variables que les médecins ne considéraient pas justificatives et significatives. C'est-à-dire qu'on a sorti toutes les variables, parce que comme on a peur, c'est normal, on est dans la santé, eh bien c'est le contrôle, la garantie humaine, si vous voulez, la garantie humaine, nous a conduit à sortir toutes les variables, qui pourtant étaient significatives, parfois très significatives, dans lesquelles on ne pouvait pas expliquer ça d'un point de vue médical. Alors, c'est un sujet qui, pour moi, est quand même assez clé, parce que de plus en plus, on va avoir des modèles, on va nous dire qu'il y a des variables, on ne comprend pas pourquoi elles marchent. Et c'est peut-être pas un public d'ingénieurs, d'ailleurs, qui est très bon pour poser la question, parce que les ingénieurs, comme les médecins, aiment comprendre pourquoi on a telle donnée. Mais on va se retrouver dans un système où on va devoir se demander à un moment si on utilise des modèles purement de données, on va le dire comme ça, ou des modèles qui s'appuient sur de la connaissance médicale, technique ou autre. Et ça, je pense que c'est une question qu'on ne peut pas évacuer parce que pour l'instant, en fait, en France, on a fait le choix. Pour l'instant, on n'utilise pas des modèles purement de données. On utilise des modèles où on comprend pourquoi la donnée fonctionne.
Et moi, ça me pose une question parce que je pense que ça va être de plus en plus la limite entre les utiliser et pas utiliser, quand on aura des modèles où la donnée, en fait, on ne sait pas pourquoi. Moi, c'est une question, même pour les modèles épidémiologiques, si vous voulez. On a sorti des modèles d'IA dans le monde entier, que certains gouvernements nous ont pris, pas en France, parce que voilà, mais qui partaient plus du tout sur des données telles qu'on a eu l'exposé. Certains n'étaient pas moins bons que les autres modèles, certains étaient pires. Voilà. Peut-être pour répondre rapidement, je pense qu'il faut avoir un certain pragmatisme, c'est-à-dire qu'il y a d'autres domaines dans lesquels on ne comprend pas forcément tout de A à Z, et si ça marche, on encadre, on teste et on utilise. Il y a des médicaments, on ne sait pas complètement pourquoi sur tel, quand on ne les utilise pas pour ce pourquoi au départ ils étaient fabriqués, on est bien content que ça marche et on vérifie qu'il n'y a pas d'effet secondaire, on vérifie que effectivement ça marche tel qu'on le voudrait et on les utilise sans forcément savoir quel est le mécanisme derrière. Donc je pense que les modèles, je crois que c'est intéressant de pousser aujourd'hui, de voir quand vraiment on leur fait manger beaucoup de données, qu'est-ce qui sort et à quoi ça peut être utile. Quand il y a une application précise sur laquelle ça apporte une utilité, moi je suis assez pragmatique, je trouve que c'est tant mieux, on a un outil qui nous aide. Après, je pense qu'il y a beaucoup de travail fait, notamment en IA, pour interpréter, pour comprendre, pour que les modèles s'expliquent eux-mêmes. Je parlais de la rétinopathie diabétique, donc on a l'image et ensuite on regarde quels sont les pixels de cette image qui sont utilisés dans cette prédiction. On essaie de comprendre si un médecin regarde de la même façon cette image. Aussi, surtout, j'ai envie de dire, parce que la plupart des cas d'usage de l'IA vont être des cas où on a une personne dans la boucle. Et c'est très important, c'est-à-dire que c'est la personne qui prend la décision, c'est la personne qui utilise l'outil, qui en a la responsabilité, etc. Et donc, il faut aussi permettre à cette personne de pouvoir justement simplifier le modèle quand elle a besoin de simplifier le modèle, comprendre comment elle arrive à une conclusion, encore une fois pragmatique, quelque chose qui lui permet d'avancer. Et donc, il faut un peu ce dialogue avec le modèle qui n'est pas possible si c'est une boîte noire. Donc, ce n'est pas forcément qu'on arrivera complètement à le mettre en équation, mais je pense qu'il y a un juste milieu entre ne rien comprendre ou bien être vraiment capable de A à Z d'expliquer exactement ce que le modèle a fait. Antoine. Oui, ce que vous avez dit m'a fait penser à une histoire très célèbre qui remonte à 1952, quand à Bradford Hill, on lui avait demandé, c'était le gouvernement britannique, de conduire une étude pour savoir s'il y avait un lien entre le cancer du poumon et le tabac. Ça le faisait rigoler. Il n'y croyait pas du tout. Tout le monde fumait. 90% des hommes britanniques fumaient à ce moment-là. Et donc il s'est dit, premièrement, j'y crois pas, et deuxièmement, ça va être très difficile à démontrer, parce que si je fais une étude cas témoins, mes cas vont être des grands fumeurs, mais les témoins aussi, donc je verrai rien. Et en fait, il pensait, lui, que c'était le goudron qu'on avait mis sur l'asphalte, sur les routes, qu'on avait mis à partir de l'après-guerre et qui avait fait cette épidémie. C'était ça son hypothèse. Les goudrons sont connus pour être des cancérigènes. Donc, voilà. Donc, le tabac, non, tous les modèles animaux, sur les souris, etc., on a fait fumer des générations de souris, ça ne fait jamais de cancer du poumon. Oui, parce qu'ils n'ont pas le temps, elles vivent pas assez longtemps, les souris, donc elles ne font pas de cancer du poumon. Et ça marche, il faut un modèle animal plus long. Et donc, il n'y croyait pas. Et en fait, quand il l'a vu, il a eu l'astuce de se dire, d'étudier la dose-réponse. C'est-à-dire, il s'est dit, on va regarder les gens, parce qu'il a fait ça chez des médecins britanniques, une très grande cohorte de médecins britanniques, et qui ont accepté de se prêter à l'étude. Et il a regardé ceux qui fumaient quelques cigarettes par jour, 1 paquet, 2 paquets. Et en effet, plus ils fumaient, plus ils avaient de cancer. Et donc là, il a complètement viré. Mais il a dit, la plausibilité biologique, il ne faut pas que ce soit un critère. Ça peut être un argument, c'est important, mais ça ne doit pas être un critère définitif, parce que parfois, les données peuvent révéler des phénomènes qui sont extrêmement importants et qui n'ont pas été connus par les physiologistes auparavant. Voilà, j'en profite très brièvement et je te repasse la parole sur les rôles des modèles. Moi, ça m'évoquait aussi quelque chose qu'on enseigne en gestion sur un accident d'avion qui a eu lieu dans une chaîne de montagne. Les rescapés qui se demandent comment ils vont s'en sortir parce qu'ils sont tout en haut de la montagne. Et puis, il y en a un qui découvre qu'il a une carte. Grâce à cette carte, ils arrivent à se repérer et ils descendent. Ils pensent qu'ils sont avec la carte des Alpes alors qu'en fait, c'est la carte des Pyrénées. Donc c'est pour dire que les modèles, parfois, en fait, aident, même s'ils ne servent à rien, à déclencher un raisonnement intellectuel. Donc, Gilles Bonnefort, moi je suis pharmacien d'officine et puis j'étais responsable d'un syndicat au moment de la crise.
Et donc, porter toute la profession au moment du dépistage, de la prévention, mais aussi de la continuité de soins, c'était quelque chose qui n'était pas simple, mais qui a été exaltant. Pendant cette période, on a eu accès à des datas, et vous avez évoqué l'importance des datas, avec le dépistage. Et on voit que sur les outils de dépistage aujourd'hui, on va beaucoup plus loin parce qu'il y a le Covid. On commence à avoir des tests permettant de dépister la grippe de façon simple, efficace et puis plurielle. Pas que les laboratoires, ça peut être maintenant les pharmacies, les infirmiers. Et ces datas remontaient, mais maintenant qu'on n'est plus en situation de crise, ces datas ne peuvent plus remonter. Je trouve que c'est une perte, vous l'avez dit. Où c'est qu'on en est aujourd'hui de l'épidémie? Si on n'a pas assez de data, comment on fait pour évaluer si on est en train de partir sur un pic important ou pas? Alors, qu'est-ce qui bloque? Mais qu'est-ce qui bloque pour avoir récupéré ces données et pouvoir les mettre à disposition pour que vous puissiez faire votre travail? Non, mais moi, je trouve que c'est bien qu'elle ne remonte pas, en fait. Tant que c'est, pour moi, les vagues de Covid, on n'arrive pas à les prévoir. Donc, à mon avis, il faut les détecter. Tant qu'il n'y a pas de vague, il ne faut pas que les gens travaillent là-dessus. Il faut qu'au contraire, les hôpitaux travaillent à soigner le retard qu'on a pris sur la cancéro, sur la neuro, qui sont encore mal chiffrés. Mais les chutes de nombre de détections de cancer pendant les Covid ont eu un impact clair sur la prise en charge des patients. Et donc, pour moi, il faut laisser ça à Santé publique France, à quelques personnes dont c'est le métier, et à eux d'alerter et au moment où c'est important. Parce que si on partage des modèles qui ne servent à rien, les gens ils perdent l'habitude de regarder ce qui se passe. Si on est sur des souches qui n'envoient personne à l'hôpital, ça ne sert à rien de partager ces modèles-là qui vont dire les gens vont prendre l'habitude, un peu comme les 3 autres épidémies, en fait, quand on voit un modèle qui part en vrille, il ne se passe rien. Donc moi, je pense que c'est plutôt bien que ça ne remonte pas et que ce soit traité seulement par quelques-uns. Mais c'est l'avis d'un ancien directeur d'hôpital. J'espère les spécialistes. Non, c'était juste pour clarifier la question, parce qu'il me semble que la question était juste sur le fait de partager les données, d'avoir la plomberie, pour que le jour où on a besoin de ces données, la plomberie soit en place. Je pense que ce n'était pas pour alerter nécessairement les hôpitaux, etc. Enfin, moi, je partage l'avis de mon voisin. C'est-à-dire que je pense que... Alors, avec un tout petit bémol, c'est qu'il y a, à mon avis... Alors, il est parti, Vincent Maréchal, mais il y a, à mon avis, les eaux usées, dont on a parlé tout à l'heure, qui sont un moyen très performant, très peu coûteux, qui embête absolument personne, parce qu'on ne fait plus des PCR nasopharyngés à personne, et qui permet sur tout le territoire, y compris les territoires ultra-périphériques d'Europe, de faire de la surveillance qui peut être multiplexe. On peut faire des PCR multiplex et de la grippe, du Covid. Et je pense que ça mériterait d'être maintenu. En revanche, les PCR à tout va, on en a fait beaucoup trop. Moi, j'aimais assez bien la façon dont les Britanniques les faisaient. Ils faisaient des échantillons, comme les médecins sentinelles, peut-être, mais qu'on équipe à ce moment-là, à qui on donne. Et sur un petit échantillon représentatif de la population, on fait de la PCR. Ça, oui, c'est une bonne idée. Les Britanniques ont fait ça pendant toute la pandémie, et c'était les seuls en Europe à être capables de nous donner des chiffres de prévalence qui étaient vraiment fiables. Les PCR tout venant qu'on a fait en France... Je suis désolé, on ne sait pas tellement qui était vraiment testé. Il y a tous les asymptomatiques qui ne le sont pas, alors que dans les échantillons britanniques, ils l'étaient tous. Mais sur un tout petit échantillon. Et comme les sondages des politiques, on n'a pas besoin de faire une élection présidentielle chaque semaine pour savoir où on en est. Et on fait des sondages. Je pense que ça, on pourrait continuer à le faire, mais je suis assez d'accord sur l'idée que quand on n'est pas en période de crise, c'est peut-être pas nécessaire, à part les eaux usées. Excellent. Je vous propose qu'on arrête là, sachant qu'on a un cocktail juste à côté, donc on peut continuer la discussion. Alors, je voudrais d'abord vous remercier parce que... Alors, j'arrive pas trop à la... Je vous remercie beaucoup de votre honnêteté et je ne sais pas à la fin, finalement, si la prévention sera algorithmique sur les risques. Je ne suis pas totalement... certains. Je vous propose juste un dernier point. Le 11 décembre prochain, nous aurons le 4e séminaire qui sera sur le bien vieillir.
donc avec Monsieur Roland, le professeur Roland, qui coordonne l'un des programmes les plus importants en France à Toulouse, Olivier Guérin du CHU de Nice, qui est aussi un gériatre très impliqué dans les démarches algorithmiques, et Jean-Marc Aubert, qui sera discutant, qui connaît très bien le sujet également. 11 décembre, vous aurez évidemment l'invitation.